Madame, monsieur, bonsoir. Merci et bienvenue dans ce Bistro Liberté. Un Bistro Liberté un peu chamboulé. Nous avons déprogrammé le Bistro Liberté qui était prévu pour nous consacrer ce soir à deux sujets d'actualité évidents. L'élection américaine et la primaire de la droite en France. C'est dans quelques jours. Et pour cela, nous avons invité tout spécialement un observateur pointu et respecté de la vie politique, puisqu'il est docteur et chercheur en histoire des institutions et des idées politiques. Il est maître de conférences à l'ICES, qui est l'Institut catholique d'études supérieures. Il a enseigné à Sciences Po et il est notre invité. Merci d'être venu, Guillaume Bernard. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors, l'enregistrement de l'émission est réalisé ce mercredi 9 novembre au soir. Nous nous apprêtions donc à fêter la victoire d'Hillary Clinton. Et j'avais donc prévu à la place de Philippe Randa, que je salue, Lady Gaga. Hein. J'avais prévu à la place de Stéphanie Bignon, Katy Perry. Ça me paraissait pas mal. À la place de Nicolas Gauthier, tant pis, c'était Elisa Presley, parce que je me suis dit que la musique American Rock, c'était tout vous. Et puis à la place de Caroline Parmentier, j'avais prévu Beyoncé. Et puis à la place de Nicolas Gardner, à la place de NG, si vous êtes remplaçable, à la place de NG, j'avais pensé Gisé, c'était pas si mal. Et donc, avec tout ça, nous devions fêter, oui, c'est pas mal ça, hein, nous devions fêter l'arrivée, la victoire d'Hillary Clinton, une alliance finalement Bill Clinton, ça se faisait. Hein. En quelque sorte, ça le faisait. Et patatras, le 45e président des États-Unis est Donald Trump. Alors, nous allons reparler de cela dans quelques instants, mais avant cela, je me tourne vers Guillaume Bernard et je reviens à votre ouvrage que vous venez de publier. Alors, vous publiez beaucoup de livres scientifiques, finalement, j'ai même vu aux presses universitaires de France, hein, tout ça est remarquable. Et là, c'est un ouvrage adapté à tous, je l'ai compris tout au moins. La guerre à droite aura bien lieu aux éditions Desclée de Brouvert. Et je me suis trouvé en vous lisant finalement un point commun avec Éric Zemmour. J'en ai plusieurs, hein, mais j'en ai trouvé un, parce qu'il a consacré un long article dans votre journal, parce que ça doit vous exprimer aussi, Le Figaro, il a écrit un grand article sur votre ouvrage en disant... finalement, en utilisant un petit peu l'art gentil de la moquerie. Et alors, j'ai trouvé effectivement une phrase de votre ouvrage qui nécessite pour le moins une explication. Allez, je la cite. « La vie politique s'organise depuis 2 siècles sur la base du mouvement Sinistrogir, mais depuis 1990, le mouvement de Dextrogir a pris le pas. » Mazette, tout s'éclaire quand on vous lit. Vous êtes dur et la soirée commence bien, si j'ose dire. Vous allez pouvoir me retrouver sur votre chemin pour essayer de vous expliquer un tout petit peu la chose. Sinistrogir. Oui, c'est vrai que Sinistrogir, c'est un mouvement qui va, comment dire, à gauche, qui va à gauche, mais qui fait que la vie politique a été marquée par l'apparition des nouvelles forces politiques et des nouvelles idées politiques par la gauche de l'échiquier politique. Et donc, par cette gauchisation de l'échiquier politique au fur et à mesure, eh bien, les anciennes familles politiques qui existaient auparavant ont été repoussées sur la droite. C'est le cas en particulier du libéralisme, qui est une idéologie foncièrement moderne, de gauche à l'origine, et qui s'est retrouvée au XXe siècle, sur la droite du spectre politique, en particulier, effectivement, entre 1945 et la chute du mur de Berlin, date symbolique mais importante, puisque, évidemment, dans l'affrontement Est-Ouest, le libéralisme apparaissait comme étant, en opposition avec le collectivisme de l'Union soviétique. Bien, donc, à ce mouvement qui a marqué 2 siècles de la vie politique, je pense qu'à partir de la chute du mur de Berlin, à partir, je dirais, d'un doute sur l'idée de la construction européenne, le traité de Maastricht, à partir de, la mondialisation qui s'est, d'une certaine manière, retrouvée incontrôlée, qu'elle soit une mondialisation financière ou une mondialisation culturelle, à partir de ce moment-là, l'effet de balancier à jouer, c'est désormais par la droite du spectre politique que les idées nouvelles réapparaissent, c'est par la droite du spectre politique qu'il y a une progression électorale. On en parlera sans doute tout à l'heure, évidemment, pour les États-Unis. Je crois que c'est une des illustrations de ce que donc j'ai proposé d'appeler le mouvement Dextrogir. Dextrogir. Alors, au rang des curiosités, j'en ai trouvé encore une autre. Il y a un parallèle troublant
entre Louis-Napoléon Bonaparte, c'est-à-dire le futur Napoléon III, et Marine Le Pen. Alors, je veux dire que ça ne m'avait pas sauté aux yeux tout de suite, mais vous affirmez qu'il y a Physiquement, non, ça je suis d'accord avec vous. Convaincu. Vous affirmez qu'il y a des convergences électorales entre la situation de 1848, alors il fallait la trouver, cette situation de 1848, je l'avais plus à l'esprit totalement, mais je n'étais pas fait prof à Sciences Po non plus, et puis je n'ai pas fait trop de sciences politiques, et 2017, 1848-2017, moi je trouvais ça assez audacieux quand même, non ? Comparaison n'est pas raison. Évidemment, on ne retrouve pas exactement les mêmes, je dirais, ingrédients. Mais il y a quand même des convergences troublantes. Le fait, en particulier, que, eh bien, on ait une carte électorale où c'est plutôt l'Est de la France plutôt que l'Ouest qui vote, et pour Louis-Napoléon Bonaparte en 1848 et pour le Front National aujourd'hui. Le fait que ce soit une convergence de différents électorats de droite et en partie de gauche. On pourra peut-être développer un petit peu cela, parce qu'en l'occurrence, Louis-Napoléon Bonaparte n'a pas obtenu les votes venant de la gauche en changeant son discours. Il les a obtenus en maintenant, je dirais, la doctrine qui était la sienne. Et en particulier, on le sait, c'est une doctrine qui n'est effectivement pas libérale, puisque ce qui a plu dans l'électorat, je dirais, des classes populaires, c'est tout simplement le fait qu'il a été un des premiers hommes politiques à s'intéresser à la paupérisation, et qu'il a été un des hommes politique qui s'est véritablement attaché à essayer de trouver des solutions à la situation délicate de ces classes laborieuses. Et donc par conséquent, effectivement, il y a un événement qui explique ce basculement, je dirais, et la victoire non prévu de Louis-Napoléon, ce sont les journées de juin 1848. La nouvelle République qui commence à se mettre en place, eh bien, va faucher dans le sang la révolte ouvrière, et cette révolte ouvrière, eh bien, elle va se porter sur Louis-Napoléon Bonaparte. Donc il y a des convergences géographiques, sociales dans le vote qui a permis à Louis-Napoléon Bonaparte de l'emporter haut la main aux élections de la fin de l'année 1848. Et donc il y a une possibilité, me semble-t-il, qu'effectivement le Front National puisse emporter une élection. Ça n'est pas certain. Je suis à peu près l'un des rares, je dirais, commentateurs ou analystes à dire que c'est possible. Je suis à peu près un des rares à ne pas avoir d'hostilité de principe envers le Front National. Mais cela dit, ça n'est pas une certitude. C'est très très loin d'être une certitude. Donc vous préconisez une sortie très Austerlitz pour Marine Le Pen plutôt que Sedan. Pour rester dans c'est peut-être mieux pour elle, en tout cas, c'est certain. Je pense. Puisque nous évoquions le Front National, quels sont les points de force, mais aussi les fragilités que vous avez relevées dans votre ouvrage, les fragilités de ce mouvement qui s'installe dans le paysage politique aujourd'hui comme le premier parti de France? Alors, c'est le premier parti de France parce qu'il a réussi à plusieurs reprises à être en tête des élections, ou disons à être dans le groupe de tête. Cela dit, pour qu'un parti politique soit vraiment la principale organisation, il faut qu'il y ait plus que simplement des résultats électoraux, il faut qu'il y ait un enracinement avec des élus, avec une professionnalisation des élus. Donc il est en passe de réaliser cela, mais ça n'est pas encore totalement, je dirais, prouvé. Bien. Alors, les forces et les faiblesses. Les forces, c'est évidemment le fait que, son électorat progresse. Il a une augmentation du nombre de ses électeurs. 2, c'est un électorat qui devient de plus en plus, je dirais, systématique, c'est-à-dire qu'il ne connaît plus la volatilité, je dirais, qui était la sienne auparavant. C'est-à-dire qu'on avait des résultats en progression et en dents de scie, avec des chutes. Là, depuis quelques années, la progression est continue. C'est une force également pour le Front National, je dirais, d'avoir obtenu, on vient de le dire, un certain nombre d'élus. Maintenant, il a des faiblesses. C'est que, certes, son électorat se nationalise, il n'y a plus de lieu où il est en dessous de, grosso modo, la barre de 20%, mais il y a quand même des écarts assez importants. C'est-à-dire qu'effectivement, dans le Nord, dans l'Est, dans le Sud-Est, il atteint des scores très importants. En revanche, dans l'Ouest, effectivement, il est plutôt aux alentours de 20%. Donc il y a, je dirais, un déséquilibre dans ces résultats qui forcément l'affaiblissent. Et puis, je crois qu'il y a une sorte de banalisation du Front National, que lui-même d'ailleurs a recherché, une sorte de normalisation de son discours qui fait qu'il n'apparaît plus comme étant totalement transgressif dans l'objectif, on le sait bien, d'essayer de réunir une majorité pour le second tour de l'élection présidentielle. Tout ça.
Pour vous, c'est plutôt c'est-à-dire que tout le problème est de savoir à quel moment il faut être transgressif, à quel moment il faut essayer d'être consensuel. Vous n'êtes pas consensuel au premier tour d'une élection présidentielle. Pour être présent au second tour, il faut d'abord rassembler son camp, et puis ensuite, effectivement, il faut essayer de l'élargir. Mais c'est pas en faisant une campagne de second tour au premier, Lionel Jospin l'a su, qu'effectivement, l'a su à ses dépens, qu'effectivement, on peut véritablement progresser. Cela dit, les faiblesses du Front National, me semble-t-il, viennent également de ce que il n'arrive pas, je dirais, à envisager, on l'a vu encore récemment avec l'histoire du ciel et du RBM, il n'arrive pas dans le fond à envisager l'idée d'une coalition qui pourrait se faire autour de lui, mais qui ne se ferait pas que avec lui. Et donc ça, c'est vrai que c'est une des difficultés. On ne gagne généralement pas une élection seule. Il faut une addition, je dirais, de différents courants. La victoire de Trump en est une illustration. C'est pas Trump tout seul qui a gagné, c'est parce qu'il avait derrière lui un certain nombre de différents courants qui lui ont permis, je dirais, de s'imposer. Et donc, par conséquent, effectivement, le Front National est incontestablement la force en progression, mais c'est une force en progression qui connaît encore un certain nombre de limites. D'où cette droite hors les murs qui ne se retrouve pas chez les Républicains, ne se retrouve pas au Front National. Est-ce qu'elle a un avenir, cette droite hors les murs, puisqu'elle n'a pas de personne pour fédérer son combat? Alors, elle a un espace politique certain. C'est un espace qui, pour pouvoir, je dirais, émerger, devra ne pas être simplement un espace entre la droite modérée et le Front National, mais qui devra faire le pont. C'est-à-dire que ce qui est l'aspiration d'une partie de l'opinion publique, ça a été mesuré par un certain nombre d'enquêtes, ça n'est pas simplement le fait d'exister entre une droite libérale et le Front National, c'est que cet espace politique soit recomposé, structuré pour véritablement réunir ces familles politiques sur un programme commun. C'est pas la bonne démarche pour Nicolas Dupont-Aignan, par exemple. Alors c'est effectivement ce qui me semble être l'explication pour laquelle il ne réussit pas véritablement à percer, c'est parce qu'il a rompu certes avec la droite libérale, mais il n'a pas passé le pas pour accepter une alliance effectivement avec le Front National. La droite hors les murs, il faut qu'elle soit incarnée, vous l'avez dit, ça c'est certain. Il faut que, surtout, avant tout, qu'elle puisse, si elle devait émerger, réaliser le fait qu'elle soit un pont entre les familles politiques de la droite et certainement pas une césure. C'est la condition, à mon avis, sine qua non, mais on sait que, grosso modo, on a un tiers de l'électorat FN, un tiers de l'électorat LR qui sont favorables à ce positionnement-là. Est-ce que vous croyez à une recomposition politique à terme des droites françaises? Vous parlez d'associations, supposant un décloisonnement partisan. Alors ça, c'est vraiment plus qu'un vœu pieux. Alors, je crois que nécessairement cette recomposition viendra, parce que le mouvement d'Extrogir, ça n'est pas simplement, si vous voulez, des questions électorales, c'est aussi et avant tout des questions doctrinales. Je crois que la force de ce concept, si certains de nos téléspectateurs me font l'amitié de lire ce livre, verront que la force de ce concept, c'est le fait qu'il associe, qu'il analyse en même temps et les questions doctrinales et les questions partisanes, et pas simplement l'une ou l'autre. C'est ensemble qu'elles sont analysées. Or, la droitisation de l'électorat rencontre le fait que des idées que je qualifie de classiques, pour simplifier, je dirais aristotélotomistes, eh bien, ça simplifie bien. Ça simplifie bien. Eh bien, la pensée classique, la pensée réactionnaire, pour dire les choses de manière simple, ces idées-là sont de nouveau en progression. Ça n'est pas la droitisation de l'électorat, ça n'est pas le durcissement dans les idées modernes, c'est la réapparition d'idées qui avaient été comprimées par le mouvement Sinistrogir et qui réapparaissent. Et donc, je tiens quand même, pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, le livre, et c'est naturel que vous m'interrogiez là-dessus, le livre porte bien sûr sur les questions électorales, le système partisan, mais ça n'est que l'accroche de l'ouvrage. L'essentiel du livre, c'est d'illustrer à travers les thèmes de la laïcité, de l'immigration, de l'identité, de l'économie, du communautarisme, etc., de la bioéthique, de la famille, c'est d'illustrer cette confrontation entre deux droites inconciliables, la droite moderne, qui est dans le fond une ancienne gauche, et qui, à mon sens, si le mouvement d'Extrogir continue, redeviendra la gauche, et puis la droite classique qui, normalement, devrait retrouver son espace politique naturel. Très bien, merci beaucoup. Nous allons nous projeter tout de suite, nous allons partir aux États-Unis. Aussi, vous ne le savez pas, the winner is Donald Trump, le nouveau président des États-Unis qui veut rendre à l'Amérique sa grandeur. Peut-il mettre fin... Oui, c'est la vraie, made in USA. Hein.
Oui, en plus. L'affaiblissement. Est-ce que le nouveau président des États-Unis peut mettre fin à l'affaiblissement du leadership, c'est-à-dire de la prépondérance américaine sur la scène internationale? De la même façon, peut-il objectivement redresser un pays où se multiplient les fractures politiques, culturelles, sociales et on le voit bien, raciales? Et puisque nous en sommes au jeu des questions, quelles sont les conséquences probables pour la France et pour l'Europe de la désignation de Donald Trump pour diriger les États-Unis? And the first to answer is le premier pour répondre est... Je veux bien m'y coller. Bon, celui qui ce matin a eu les meilleurs mots, c'est Florian Philippot du Front National. Déjà, c'est une bonne nouvelle pour la paix dans le monde. Après, savoir s'il faut restaurer le leadership américain, bon, qui est toujours là, et le renforcer plus encore, me semble pas forcément être l'idée du siècle, surtout vu d'ici. Après, le problème, on revient à votre livre, dire que Donald Trump est de droite, et Mme Clinton serait de gauche, comme Marine Le Pen serait de droite, ou les autres de gauche. Je ne pense pas qu'il faille considérer les termes en façon de droite ou gauche. Simplement, je reviens plutôt à notre livre, l'essayiste Christophe Guilly. Effectivement, il y a une mondialisation que certains prophètes nous ont vendue comme heureuse, un peu comme Jacques Attali, comme Philippe Illus dans l'Autonomie mystérieuse de Tintin. Et simplement, cette mondialisation fait effectivement des heureux. Une minorité de gens qui s'en sortent très bien, qui vivent très bien, qui se retrouvent dans les grandes villes, qui font venir beaucoup d'immigrés sous-payés pour leur permettre de leur restaurant pas très cher. Et il y a après ce que Christophe Guilly appelle la France des invisibles. Vous pouvez répondre à tout instant. Hein, formule que Marine Le Pen... Je vais l'interrompre dans un instant. Formule que Marine Le Pen a repris dans son compte. Si je peux continuer, Gauthier. Continuez. Donc là, on n'est pas en problème de droite ou de gauche, effectivement. Je pense qu'on est en train de vivre, ça s'est vu depuis le référendum de 2005, le Brexit, maintenant Donald Trump, avec l'élection de Syriza en Grèce, on vit une grande jacquerie populaire. Et vouloir classer cette jacquerie en forme de pseudo un classement d'extro ou sinistrogir me semble pas tout à fait une grille de lecture pertinente. Alors, on va répondre dans un instant. Et je finis juste. En revanche, oui, c'est une jacquerie en ce sens où cette France des pauvres, des gens qui effectivement qui sont dépossédés de leur identité, de leur passé, dépossédés de tout, et qui sont en plus sujets à une arrogance des élites invraisemblables. En plus des élites qui n'ont d'élite que le nom, parce qu'en plus, elles ne voient pas plus loin que le bout de leur nez, quoi. Parce qu'elles n'ont pas vu arriver la victoire de Trump. Là, effectivement, il y a un véritable problème, et ça, c'est... Et comme les États-Unis fixent généralement les modes à venir, tels le rock'n'roll, le hula hoop ou le surf, 15 ans d'avance, je pense là, effectivement, ce que disait Jean-Pierre Raffarin ce matin sur les ondes de RTL, c'est que oui, la victoire de Donald Trump, c'est Marine Le Pen l'année prochaine. Et là, on est au-delà de la droite et de la gauche. C'est la vraie jacquerie du peuple qui souffre contre des élites autoproclamées. Alors, voilà. Si je peux répondre... Nicolas Gauthier est en train de citer Raffarin, si vous voulez, il fallait être là. Hein, vous avez bien fait de venir. Je cite... Oui. Alors... Effectivement, le premier élément de cette élection de Donald Trump, et je vous rejoins parfaitement, c'est bien sûr le fait que, c'est la revanche du peuple contre les élites. Et la condescendance des élites que vous avez évoquée est parfaitement, je dirais, réelle, et on l'a pu la constater lorsqu'on a écouté nos radios et nos télévisions ce matin. Ils étaient éberlués, ils n'avaient même pas imaginé que cela fût possible. Bien. Ça, les pauvres s'invitent au banquet, c'est inimaginable. C'est inimaginable. Le deuxième point... Et alors c'est pour ça que je voudrais quand même revenir sur cette histoire du clivage, mais je réponds en même temps aux questions de Martial Bild. Trump, c'est quand même la revanche de la défaite de 1964. C'est la défaite de Goldwater contre Johnson. Et il a été écrasé, Goldwater. Or, on a, me semble-t-il, effectivement une situation qui n'est pas totalement inversée, puisqu'il n'avait fait que 40%, Johnson avait fait 60%, et on a un type de droite qui a gagné, qui avait perdu en 64 et qui a gagné en 2017, qui me paraît, je dirais, évident. Même si par ailleurs... Ce ne sont pas les mêmes droites. La droite de on va élargir. Commencez par tout de même pas. Enfin, en tout cas, Goldwater a quand même glissé sur l'échiquier politique et il a fini sa
carrière politique dans les années 80 en étant plutôt de centre-droit. Or, on a ici, avec Trump, ce qu'on appelle une alt-right, c'est-à-dire une droite alternative, qui n'est pas, je dirais, la droite conservatrice que l'on avait habituellement. C'est Beppe Grillo en Italie. Guillaume Bernard, si vous voulez bien, on va laisser... demander, je reviendrai quand même sur la question du clivage, parce que c'est une question essentielle. Ça n'est évidemment pas quelque chose d'ontologique, c'est quelque chose de descriptif. On ne peut pas analyser un spectre politique sans le disséquer, sans l'organiser. Ça n'est pas... Et c'est pas parce que les critères du clivage droite-gauche ont changé par rapport aux années 70 qu'il n'y a toujours pas de clivage droite-gauche. Vous avez remarqué que les profs à Sciences Po, ça parle Caroline Parmentier. Non mais quelle belle journée! Quelle belle journée! C'est passionnant ce qui se passe. God bless America, God bless you, Nicolas. C'est pour une fois que ça va dans ce sens. On s'est couché hier soir, Hillary Clinton était vainqueur, on se réveille ce matin à la gueule de bois des journalistes, mais c'est jubilatoire, c'est jubilatoire. C'est pour ça qu'on ne va pas se recoucher ce soir, pour être sûr qu'ils ne nous remettent pas la sorcière. En dépit de toutes leurs prédictions, de tout ce qu'ils avaient prévu, des sondages, des analyses, en dépit de tout, effectivement, eh bien, il l'emporte. Il est le candidat anti-système. Il est la vraie alternance. Contrairement à ce qu'on a voulu nous faire croire, l'Amérique était derrière Trump. L'Amérique est derrière Trump. On nous avait dit que les femmes ne voteraient pas Trump. Elles ont voté Trump. On nous avait dit que les minorités raciales voteraient en majorité Hillary Clinton. Elles ont voté Trump. Ce qui est d'ailleurs une énorme claque au passage à la gouvernance Obama, évidemment. Voilà, je crois vraiment que l'Amérique s'est retrouvée derrière Donald Trump, comme les plus pauvres des Britanniques se sont retrouvés contre le Brexit, comme le peuple autrichien se retrouve derrière Norbert Hofer, comme effectivement le Front National maintenant se retrouve en majorité parmi les chômeurs et les ouvriers. Voilà, l'Amérique s'est retrouvée derrière Trump. Ce sont les petits gens, pas seulement l'Amérique profonde d'ailleurs, pas seulement l'Amérique de l'homme blanc, enfin moyenne de la classe blanche, hein, puisque on le voit, les minorités ont voté aussi. Mais voilà, c'est un énorme coup de semonce, me semble-t-il. Je trouve que psychologiquement, c'est très bon pour 2017, en effet. C'est excellent pour Marine Le Pen, parce qu'on se dit que c'est possible. Psychologiquement, c'est possible. Coincer tout le monde ça libère, voilà, ça libère exactement. Ça veut dire aussi qu'on ne veut plus Juppé et consorts, hein, ça me paraît être puisqu'on nous a dit que Clinton était un peu Chirac, un peu Juppé finalement. Je trouve que c'est en effet libérateur, vraiment. Mais Juppé a pris encore un coup de vieux, j'ai l'impression, avec ça. Oui, hein, oui, mais complètement. D'ailleurs, ce matin, qu'est-ce qu'il continue à répéter? Moi, je vous protégerai du populisme. Je serai celui qui vous protégera du populisme. Oui, c'est pas fait. Nicolas. Alors Goldnadel l'a taclé dans un tweet aujourd'hui en lui disant il nous protège, enfin que c'est vraiment l'attitude des condescendants. Oui, c'est amusant. Oui. Et puis évidemment, après les néo-cons, il y a les condescendants. Le camouflet effectivement de toute cette caste, hein, cette caste de politiciens, de financiers, d'artistes, de journalistes, pour ça, je vous ai donné tous les noms journalistes installés, voilà, qui s'est pris un énorme coup de pied au cul. Et ça c'est vrai que c'est formidable. Et finalement, qu'est-ce qu'on retrouve derrière le Brexit? Qu'est-ce qu'on retrouve en Autriche? Qu'est-ce qu'on retrouve en France? On retrouve des gens qui ont en commun d'être victimes du mondialisme. Et non seulement le mondialisme qui les appauvrit terriblement, mais qui également détruit leurs racines spirituelles, nationales, culturelles. Voilà. Et ça, les gens n'en peuvent plus et n'en veulent plus. Nicolas Gardère. Votre point de vue, après je vous demanderai ça. Est-ce que pour cette journée, est-ce qu'on est obligé de faire appel à une cellule psychologique pour vous soutenir? Écoutez, ce matin, quand je me suis réveillé dans mon grabat, au milieu des cendriers pleins, des bouteilles vides et des cornues alanguies, j'ai eu envie de lire de la poésie russe, parce que vous savez, les moments de grande mélancolie sont associés chez moi à la Russie beaucoup, et j'ai lu Le Monde terrible d'Alexander Blok, j'ai lu Mayakovsky, j'ai lu Marina Tsvetaeva. Vous avez le temps de bosser quand même? Jamais, quoi. Et après, je suis parti en audience à Cergy-Pontoise, sous un ciel gris et pluvieux. Non, en fait, l'amertume, c'est surtout que, putain, Sanders... Il y a tout un tas d'électeurs qui ont voté Clinton à la primaire parce qu'ils pensaient voter utile, et ils pensaient qu'en votant Clinton, eh ben, c'était la candidate qui avait le plus de chances de gagner, et que si c'était Sanders, il allait perdre contre le candidat républicain. Et non, il aurait gagné Bernie. Il aurait gagné, putain. Il aurait gagné. En plus, il y a plein d'électeurs pauvres. Il y a beaucoup d'électeurs pauvres de Bernie Sanders qui ont voté précisément pour Donald Trump. Donc c'était ça ma plus grande frustration au fond.
Sur les réjouissances, parce que j'ai vu que globalement à droite, en tout cas dans votre camp politique, je ne sais pas comment le qualifier scientifiquement exactement, mais il y avait une énorme réjouissance à l'élection de Donald Trump. Sur l'histoire de paix dans le monde, j'aimerais juste rappeler que George W. Bush avait été élu la première fois sur un programme isolationniste, précisément, isolationniste. Et qu'il a, après il y a eu le 11 septembre, qui a rebattu les cartes, et qui a permis aux néoconservateurs de déployer leur programme. Mais son programme électoral était un programme isolationniste. Donc, à voir concrètement ce que mettra en place Donald Trump. Il faut voir quelles sont ses promesses, c'est pas rien quand même. Et comme il a promis tout au contraire à tout le monde, ça va... Enfin, virer 2 millions d'immigrés clandestins... À voir. Ouais. Et puis, pour le reste, Donald Trump... C'est la fin du tof-tof. Donald Trump, c'est quand même, fondamentalement, c'est pas un homme c'est un homme d'argent, inculte et imprévisible, c'est quand même ça qui a été élu. Ça n'est pas totalement... Donc, vos réjouissances... Mais pas plus que Berlusconi. Mesurez quand même qui précisément a été élu. Mais je crois qu'au fond, on a tous, et vous aussi profondément, vous avez cette jouissance à voir quand même, parce que vous aimez pas Harvard, vous aimez pas Boston, vous n'aimez pas... Non mais si, les fameuses élites, etc., ça vous débecte. Tout ce qui est finalement mieux aux États-Unis qu'ici, parce que souvenez-vous, et mon cher confrère, vous le savez très bien, 90% de la production en sciences sociales et en sciences humaines vient des grandes universités américaines. Simplement rappeler qu'au fond, on a une sorte de jouissance à travers un complexe de supériorité, à voir que les Américains restent des grands enfants, des sortes d'Européens dégénérés. Vous êtes heureux de voir, vous êtes heureux de voir. Nicolas, je vous interrompre. Vous êtes aussi, vous avez une jouissance plus ou moins consciente. Non, Nicolas, vous vous répondrez, Gauthier. Une jouissance à voir. Juste une phrase. Que l'Américain. Vous vous trompez de jouissance que celle, effectivement, que ce que vous appelez notre camp politique, c'était juste de voir la gueule des mecs de France Inter. Ça, j'entends. Même à la radio, ils voyaient leur tête. Je l'entends. C'est juste ça, rien de plus. Je sais. Et je dirais qu'il y a... J'ai vécu en Californie, j'étais à Berkeley, j'étais à UCLA. Effectivement, il y a une université remarquable. Et parmi ces gens-là, beaucoup ont voté Trump aussi. J'entends. Exactement. Juste, il y a une double, je dirais qu'il y a cette double jouissance. Évidemment, vous vous réjouissez parce que c'est votre combat ici, de voir l'establishment. Non, mais c'est vrai, l'establishment, les médias, etc. sombrer. Ça, je l'entends. Mais je pense qu'il y a aussi cette idée qu'au fond, il y a ce plaisir que vous pouvez ressentir à voir que ces Européens dégénérés qui sont les Américains sont quand même vachement cons pour élire un mec aussi con. Parce qu'il y a aussi cette dimension-là. Vous les avez entendus, les électeurs de Trump, que ce soit sur les médias américains, français, les électeurs de Trump. Non, mais pas du tout. Je ne suis pas d'accord. Ok, stop. Mais c'est inconscient, c'est inconscient. Mais c'est vous qui les méprisez. C'est vous précisément qui les méprisez. Vous ne le savez même pas. Vous ne le savez même pas. Il y a la police de l'arrière-pensée avec Nicolas maintenant. Du bobo du système. Je savais que vous feriez votre choix. Sur les forces d'argent, juste une précision, vous n'oubliez pas, le coût de la campagne de Donald Trump, 231 millions de dollars. Le coût de la campagne d'Hillary Clinton, 497 millions. Ça n'enlève rien. C'est un homme d'argent. Les forces d'argent n'étaient pas là où on pouvait le penser. Un défenseur des droits des travailleurs pauvres américains. Et Stéphanie Bignon, est-ce que vous voulez dire un mot? Après, je reviendrai à vous, j'ai une question à vous poser. Stéphanie. Oui. Notre Cathy Perry. Comment vous dire? Là, je rejoindrai un petit peu, malgré tout, les positions de maître Nicolas Gardère. Bon, alors là... Ah oui, un petit peu. La casquette. Elle fait toujours dans l'humanisme, il a besoin d'aide. Non, mais... Alors, d'abord... la première question, c'est est-ce que ce président peut sortir l'Amérique du gouffre dans lequel elle s'enfonce, tout de même. Alors, c'est vrai que les États-Unis, c'est quand même 19 000 milliards de dollars de dette, c'est 50 millions de personnes qui n'ont pas de quoi manger, et c'est une crise assez exceptionnelle aux États-Unis. Donc, on est face à un collapse, si j'ose dire, des États-Unis. Un dollar qui est quand même une monnaie de singe, on se demande s'il y a de l'or à Fort Knox. Donc on est dans une situation assez pour le système, ou par et pour le système, assez catastrophique. Tout à l'heure, je vous entendais dire que le peuple se réveille, le peuple se retrouve dans Trump. Mais le peuple a toujours été plus ou moins tout à fait même conservateur. Alors, je prendrais juste notre Révolution française, mais la Vendée, le 13 Vendémiaire, le système matérialiste qui s'est mis en place avec 1789, c'est un système qui pratique le coup d'État permanent. Et comme disait très bien Talleyrand, le peuple, il faut l'agiter avant de s'en servir.
Et la raison pour laquelle je ne me réjouis pas, je suis convaincue que l'Amérique, la vraie, existe. Et comme je suis convaincue que la France, la vraie, existe, comme elle existait en 1789 et comme elle s'est fait massacrer en Vendée et partout en France. Elle existe. Le problème, c'est ne tombons pas dans les pièges du système et tendus par le système. Pourquoi tout d'un coup on a le Brexit? Pourquoi tout d'un coup on a Donald Trump? Et pourquoi je pense que Marine Le Pen va passer en 2017? Est-ce que c'est pas une façon, alors que le système est sur le bord du précipice, de faire porter le chaos amené par ce système par justement le peuple et le populisme? On a déjà vu ça dans l'histoire. Le populisme utilisé, excité, le nationalisme excité, et après, quand la crise est apaisée, nous expliquer que la nation, c'est bas caca, faut pas en entendre parler. Donc, si vous voulez, moi, je suis extrêmement circonspecte. Oui, mais alors quoi, et je ne veux pas tomber dans le piège. Et bien, je pense... Dans ce cas-là, si on vous écoute, on fait plus rien. On fait rien, on va se coucher. Alors, laissez-moi terminer, je vais vous donner l'arsac. On va gagner les chefs dans l'Arzac avec Nicolas. Mais Stéphanie, je vous aime beaucoup. Non, mais attendez, le problème des États-Unis, c'est qu'ils n'ont que 200 ans d'histoire. Nous, on en a 2000. On a eu, sur ces 2000 ans d'histoire, 1000 ans de Moyen-Âge. Et au Moyen-Âge, c'est l'esprit qui est roi, c'est pas l'argent. Alors, à mon avis, la solution pour, je dirais, la civilisation, c'est que la France retrouve sa position de fille aînée de l'Église. Il n'y en a pas d'autre solution. Voilà. Mais oui, mais alors, c'est un travail de longue haleine. Mais absolument. Oui, mais alors pour l'élection, on fait comment? Vous n'aurez jamais, Stéphanie, je vous aime beaucoup, vous n'aurez jamais le fils de Jeanne d'Arc et de Pie XII. Jamais vous ne l'aurez. Il faut faire avec. Il faut faire avec. Il faut que ça avance. Il faut que ça avance. Laissez-moi juste dire une phrase. Les plus utopiques d'entre nous sont ceux qui pensent qu'on peut vivre sans Dieu. Voilà. Ça, c'est de l'utopie pure et dure. Non, mais Stéphanie, j'entends bien votre discours. Et dans la République et dans l'État. Esthétiquement, c'est charmant, mais comme savoir en France que la plupart des catholiques pratiquants s'apprêtent à voter Juppé, ou ils vont être dans la manif pour tous, à sens commun, se faire plumer comme de la volaille chez les Républicains. Et il n'y a que Poisson qui ait le courage de dire qu'en hypothèse Hollande-Le Pen, il vaudrait Le Pen. Non, il a dit qu'il s'abstiendrait. Oui, bah dis donc, quelle... La solution... D'un autre côté, c'est un républicain. D'un autre côté, c'est un républicain. D'un côté, c'est un républicain. Dans le cas de Hollande, je vois pas ce que ça vient foutre. D'accord, mais c'est un républicain, c'est pas pour se défendre, mais il faut prendre les gens là où ils sont. Voilà. Et les gens de la Manif pour tous, ils votent pour les gens qu'ils voient dans la rue, ceux qu'ils ont vus de leur candidat. Philippe Randa. Martial, moi je suis désolé, chère Caroline, je vais un peu doucher votre enthousiasme. Allons-y. Que je partage d'ailleurs avec vous depuis ce matin, et pas pour voler au secours de Maître Gardère. On en apprend des choses. Mais vous voyez, quand je vois notre enthousiasme, je pense quand même à l'élection de Barack Obama qui avait suscité, tout à fait pour des raisons inverses, un enthousiasme populaire énorme. Et il faut bien voir que qu'a fait Barack Obama en 2 mandats, finalement pas grand-chose. Sinon, l'Obamacare, il n'a même pas réussi ce qu'il voulait faire. Je ne parle pas de savoir si c'est bien ou mal. Il n'a pas réussi à le mettre en place. Et finalement, sur la fin de son 2e mandat, il a surpris tout le monde en rétablissant des liens avec Cuba et avec l'Iran. C'est la seule chose, je pense, qui restera d'Obama. Et donc, il y a eu plus qu'un enthousiasme pour Trump, il y a eu le phénomène Trump qui a effectivement balayé tout ça, mais qui a surtout été un mouvement anti-système, anti-Clinton et anti-Obama en fait. Et donc, on ne sait pas ce qu'on va faire. On ne va pas faire un procès d'intention à Donald Trump. Il a un programme où il a dit beaucoup de choses. Il est très ambitieux. Que va-t-il faire de ce programme? Ça sera en janvier. Rappelons-le qu'il est le président élu. Est-ce qu'il va faire le contraire comme George Bush Jr. l'a fait après le 11 novembre? On ne sait pas. On ne sait pas, mais il est clair que surtout ce qui s'est passé dans cette élection, c'est le rejet de ce système, le rejet de Clinton. C'est plus ça, c'est plus cet enthousiasme anti-rejet qu'un enthousiasme. Par exemple, par rapport à la Russie, déjà, on sait très bien que c'est une position qui sera bien meilleure que celle de Hillary Clinton. On aurait pu avoir la guerre avec Poutine, je pense, avec Clinton. Pour la paix dans le monde, suivant les programmes des candidats, il valait mieux Trump, c'est évident. Voilà. Il y a que les imbéciles qui pensent que ça va être la guerre avec Trump. Et le TAFTA, qui est enterré. Il y a un élément d'analyse. Effectivement, on ne sait pas ce que fera véritablement Trump dans la réalité, mais ce qui est certain, c'est que le discours qu'il a tenu, c'est plutôt le discours des paléoconservateurs contre
contre les néoconservateurs. On sait que, je dirais, par anticommunisme, Nixon ou Reagan ont voulu constituer une barrière religieuse pour limiter l'expansion de l'Union soviétique. Eh bien, les néoconservateurs ont considéré, enfin, n'ont pas pris en considération, dans le fond, la chute du mur de Berlin, l'effondrement de l'Union soviétique, et même le 11 septembre ne leur a pas fait comprendre qu'effectivement, la situation géopolitique a changé. Ce que l'élection de Trump pourrait signifier, à condition qu'il tienne ses promesses, à condition qu'il y ait une administration derrière lui qui soit effectivement, je dirais, un peu plus, comment dire, culturellement élevée que ce qu'il semble être, c'est peut-être, et là, définitivement, la fin de la guerre froide, ou du moins de l'affrontement Est-Ouest. C'est d'ailleurs le fait que, effectivement, la géopolitique a changé et qu'on n'est plus dans un affrontement Russie-États-Unis, mais qu'il y a un ennemi commun potentiel. De ce point de vue-là, c'est quand même, me semble-t-il, et pardon de revenir là-dessus, parce que ça fait partie de mes dadas, évidemment, c'est quand même plutôt l'alternative, la droite alternative américaine, qui, effectivement, n'est pas libérale, et c'est pas parce qu'on n'est pas libéral qu'on est de gauche. Les commentateurs politiques quand on est libéral français, qu'on est de gauche, généralement. Bien sûr, mais voilà. Mais donc, un certain nombre de commentateurs français semblent penser que parce qu'on n'est pas libéral, on est de gauche, et certains pensent peut-être même que si l'on n'est pas libéral, on se doit d'adopter un certain nombre d'autres positions de gauche. C'est parfaitement incohérent. Et donc, ce que j'ai essayé de démontrer, pardon pour mon autopromotion, mais ce que j'ai essayé de démontrer dans cet ouvrage, c'est que tous les sujets se tiennent. Que ce soit ce qui a été évoqué, effectivement, le fait de le peuple qui veut défendre son identité, le peuple qui veut lutter contre les élites, mais c'est exactement le même sujet que la famille, c'est exactement le même sujet que l'économie. Il y a deux conceptions, une conception dans laquelle les corps sociaux existent en tant que tels, ont une identité et ont des principes qui sont donnés par un ordre cosmologique des choses. Il y a ceux, et ça c'est la droite classique, c'est la pensée réactionnaire, et puis il y a tous les autres, plus ou moins libéraux, plus ou moins de gauche, plus ou moins de droite, qui pensent que les corps sociaux, ce sont des constructions, que tout est le fruit de la volonté. Eh bien, une des raisons qui explique la guerre à droite, c'est que, tout simplement, les partis politiques sont parfaitement incohérents. Tous, quels qu'ils soient, sont parfaitement incohérents. Ils sont incapables de tenir une ligne doctrinale claire où, sur l'ensemble des sujets, la nation et la famille, ils aient une même conception des choses. Alors, ils le font pour des raisons notamment, je dirais, électorales, essayer d'obtenir des segments électoraux qui soient le plus large possible, mais la base, l'électeur de base et un très grand nombre de militants et même de cadres des partis politiques n'en peuvent plus. Il y a une incohérence qui devra, à terme, peut-être pas tout de suite, peut-être pas avant 2017, mais certainement après, conduire, je dirais, à une recomposition du système politique en fonction de ces clivages doctrinaux clairs. J'ai une dernière question. Dernière question sur ce sujet-là, c'est dernière. Je laisserai passer aussi, on va prendre 2 petites secondes. Vous avez parlé, et c'est vrai ici, vous avez dit que vous soutiendriez, si vous étiez américain, Bernie Sanders, vous l'avez dit plusieurs fois. Et je me suis posé la question dans les dernières semaines en me disant, mais comme on était sous le feu médiatique, nous indiquant qu'elle allait faire 75%, 80%, etc., on avait du mal à comment dire, rester calme et froid, alors qu'elle subit un échec terrible en chiffres, sachant qu'elle était la candidate soutenue par le président sortant. Est-ce que vous n'avez pas conçu, vous, au fur et à mesure des dernières semaines, une horrible contre-campagne avec, j'ai pris les vedettes, les artistes, mais chaque artiste qui venait chanter, etc. et tout, je me disais, l'électorat de Bernie Sanders, il a envie, il va vomir. Est-ce que vous pensez que c'est ça aussi qui a joué? Je pense qu'il y a peut-être eu un ras-le-bol, effectivement, du peuple américain à cet égard. Après, moi-même, pensant, j'aurais été américain, pensant que Clinton allait gagner, et trouvant cette candidate absolument exécrable, j'aurais sûrement voté pour Jill Stein, la candidate écologiste. Donc vous n'auriez pas, c'était ça que je voulais dire. Est-ce que vous auriez voté Clinton, vous? Je pense que dans le contexte, pensant que je n'avais pas besoin de voter Clinton et étant dégoûté par cette candidate, j'aurais bien évidemment jamais voté Donald Trump, ça y a aucune ambiguïté à cet égard. En revanche, je pense que j'aurais voté pour Jill Stein, la candidate écologiste du Green Party. Qui a fait combien? Oui. Écoutez, je ne sais même pas. 1 million de voix, je crois. 1 million de voix. Sur 5, et les deux premiers ont fait 59 millions. Voilà. Donc, voilà, j'ai l'habitude.
Chacun. J'ai l'habitude. C'est pas grave. Non, mais c'est pas grave. Ça, c'est intéressant. Excusez-moi, je voulais ce point de vue-là, si vous voulez rajouter quelque chose. Non, je voulais juste dire une chose aussi très rapidement, très brièvement. Donc voilà ma réponse à votre question. Oui, je pense que peut-être ça y a une saturation qui fait que les Américains ont rejeté ça. On a voulu je vous interromps. Une toute petite seconde. Je vous laisse finir après. Pardon. C'est simplement le fait qu'il y a une saturation. Oui, mais il a quand même encore fallu passer par les partis institutionnalisé. C'est-à-dire que, alors même que, alors c'est quand même un élément important, Donald Trump n'est pas membre des Républicains, mais il a quand même cherché à être candidat des Républicains. Disons que l'étape suivante, c'est que ça soit un candidat hors parti, hors de ces deux partis. On en a alors là, pour le coup, là, on aura un truc qui reprendra le... On laisse Nicolas terminer. C'est moi qui ai relancé la machine. On a la tradition Ross Perot qui n'avait pas réussi à s'en sortir. Puis Nader, bon, dans son... Alors justement, en parlant d'écologie, juste un petit point, je partage totalement votre analyse sur le mouvement d'Extrogir. Je pense que le constat, je parle comme comment dire l'anglophone Stéphanie Bignon, mais il y a un collapse de l'idéologie du progrès, du mythe du progrès. Et c'est, je crois profondément, ce collapse qui a généré ce mouvement d'Extrogir. Et si ce n'est quand même comme idée nouvelle, et c'est vraiment une idée nouvelle, mais comme idée nouvelle, l'écologie politique comme idée qui ne serait pas une idée dans sa globalité. Je ne parle pas juste de l'environnementalisme, je parle de l'écologie politique telle qu'elle est incarnée aujourd'hui, très médiocrement, par Europe Écologie Les Verts. C'est un mouvement qui se situe à gauche de l'échiquier, à gauche de l'échiquier, mais qui se construit également eu égard au collapse du mythe et de l'idéologie du progrès. Je veux dire, c'est une idéologie, l'écologie politique, qui est largement anti-progressiste. Voilà, je voulais juste dire ça. Juste, on n'a pas dit un mot de Daesh et de l'islamisme. On n'a pas parlé d'islam. Mais c'est vrai, on n'a pas parlé d'islam. L'élection de Donald Trump. L'élection de Donald Trump, si vraiment il s'allie avec Poutine, n'est pas une bonne nouvelle pour Daesh. Voilà, c'est ce que je voulais préciser. Je ne sais pas ce que vous en pensez. C'est une bonne nouvelle pour l'Europe et la France. Caroline va croire que je lui en veux ce soir, mais elle a dit quelque chose. Je voudrais juste préciser quelque chose sur le vote des minorités, et non pas des minorités ethniques, puisqu'on va parler de diversité ethnique, puisque les hispaniques sont en passe de devenir la première ethnie aux États-Unis. Ils n'ont pas voté en majorité pour Trump. Les chiffres que l'on a aujourd'hui, c'est qu'un tiers des hispaniques a voté pour Trump, ce qui est déjà beaucoup pour quelqu'un qui voulait construire un mur pour les empêcher de venir, et 8% seulement des Noirs. Donc 72% des Noirs, logiquement, ont voté Hillary Clinton. Mais ce qui serait intéressant de savoir, c'est quelle est l'abstention dans la population noire aux États-Unis, parce que s'il y a une énorme abstention dans la population noire, ça veut dire que, en fait, la population noire s'est totalement démobilisée des démocrates, du système. Ils n'ont pas tous le droit de vote aussi, on n'est pas en France. De ceux qui ont le droit de vote. Il y en a beaucoup qui ne l'ont pas. Parlons de l'abstention de ceux qui ont le droit de vote. Si des hispaniques ont voté pour Trump, c'est notamment parce qu'ils sont catholiques, et vous le savez que Trump a promis, on verra s'il tiendra sa promesse, de nommer des juges anti-avortement à la Cour suprême. Ça ne l'a pas empêché de gagner l'élection présidentielle à la Maison-Blanche. Ça pourrait peut-être servir de leçon à certains ici. Oui. D'accord, voilà, message reçu. Allez, on arrête là. Il me reste à vous dire quelques dessins que notre ami Ignace a fait pendant votre discussion. Planète bleue, non, planète blonde, avec maintenant la chevelure bien connue maintenant du président élu des États-Unis. Belle moumoute. Institut de sondage. Non, c'est des vrais. L'autre jour, il a tiré dessus. Oui, le journaliste a tiré dessus. L'animateur, là, bien connu. Si. Oui, voilà. Donc, c'est du vrai. C'est du vrai. Institut de sondage. Avec un personnage qui se cache, parce que les instituts de sondage se sont bien évidemment trompés. Populisme, la démocratie en danger, il ne faut plus la confier au peuple. Ça, c'est la meilleure solution, c'est de changer le peuple. C'est d'ailleurs ce qui se fait en France, on change le peuple, comme ça, c'est plus simple. Planète en danger, on craint le réchauffement populiste, dit à François Hollande, très, très inquiet, et il y a de quoi. Défaite indiscutable du système, alors ça, ce sont pour les initiés, vous comprendrez, je n'ai plus que mon œil pour pleurer. Alors là, il faut vraiment être un initié. Et voilà, c'est un private joke, on va plus utiliser le terme américain, mais c'est un clin d'œil. Et puis, le racisme de Trump,
je suis anophobe. Ce sont les représentations des deux grands partis républicains, l'éléphant et l'âne, pour les démocrates. Voilà, on se retrouve dans quelques instants. Si j'ai quand même une très bonne nouvelle que j'ai glanée quand même, c'est que avec la victoire de Donald Trump, Maître Gims a décidé d'arrêter de chanter, et ça valait le coup de voter. Retour. Je suis tout ému parce que j'ai une très mauvaise nouvelle à vous annoncer. Le réalisateur, Benjamin Nicolas, est venu entre le moment où vous étiez en train d'appuyer sur la rubrique « Don » pour aider TV Liberté. Il est venu me voir en me disant « Maître Gims, c'était un fake, c'est un faux. C'est-à-dire que ce n'est pas vrai. Il est sapé comme jamais et on va toujours le retrouver sur notre route. » C'était la mauvaise nouvelle du jour, il fallait bien que je vous la donne. Allez, les donateurs, c'est la bonne nouvelle du jour, c'est qu'il y a beaucoup de donateurs qui ont rejoint TV Liberté. Je les remercie. Je remercie Rémi de Barcelone, ça doit être en Espagne, Tanguy de Labèche, en Haute-Garonne, Michael de Mèche, Jean-Claude d'Arcreteville-sur-Mer, c'est en Seine-Maritime. Ils me mettent les noms les plus compliqués pour que je n'y arrive pas, et ça marche. Jean de Mouveau dans le Nord, Sébastien de Bourgoin-Jallieu, Jean-Pierre de Inchou, pardon, c'est à Taïwan. Georges de Nanteuil-les-Maux, David de Nancy, Vincent de la Trinité-sur-Mer, tiens, je connais, Jérôme de Paris, Jean-Richard de Saint-Maur-des-Fossés, Jean-Paul de Nogent-le-Roi, Claude de Roanne, Pierre de Roissy-en-Brie, et je salue Alix qui doit être dans la salle, Alix qui est de Chartres, qui est présente dans le public. Merci de votre aide. Allez, la primaire, dernière ligne droite de la primaire, le 20 novembre. Les candidatures des 7 personnalités qui concourent à la primaire de la droite seront soumises au vote populaire. Les jeux sont-ils faits? Le gagnant est-il celui programmé par les sondages? Là, il faut se poser la question dorénavant. Et au-delà de ces questions, la droite a-t-elle eu raison de se lancer dans une expérimentation démocratique? C'est le terme que j'ai trouvé dans votre ouvrage « La guerre à droite aura bien lieu », qui tourne le dos à son mode de fonctionnement naturel. En effet, jusqu'alors, selon un peu le principe monarchique, c'était le chef du parti qui était le candidat à la présidentielle. Alors, Guillaume Bernard, vous qui avez énormément travaillé sur ce sujet et qui suivez les 7 personnalités qui concourent à la primaire, est-ce que les jeux sont faits? Non. Non, pour une raison très simple, c'est que les sondages donnent une image, je dirais, des rapports de force à un moment donné. Ça ne prend pas en compte suffisamment les courbes, les dynamiques. Et puis, il y a une raison encore plus profonde à cela, c'est tout simplement le fait que, on ne sait absolument pas qui va véritablement aller se déplacer, qui va aller voter. Plus la primaire est ouverte, c'est-à-dire plus vous avez des gens qui sont éloignés, je dirais, du parti central LR, plus effectivement on peut penser que le choix se portera sur un candidat modéré, plus ce seront les militants, les sympathisants proches évidemment de LR qui voteront, plus ce seront vraisemblablement des candidats apparaissant à tort ou à raison comme incarnant une ligne plutôt dure. Donc grosso modo, Juppé s'il y a une très grande forte participation, Nicolas Sarkozy s'il y a une participation moindre. Mais là, ça n'est que le premier tour, c'est l'identification de ceux qui sont susceptibles de sortir en tête au premier tour. Après, il y a le deuxième tour et il semblerait quand même que pour que Nicolas Sarkozy puisse l'emporter, aujourd'hui, il faudrait que, il ait une telle avance au soir du premier tour qu'il crée une dynamique nouvelle qui, pour l'instant, n'existe pas. Parce que, effectivement, la plupart des autres candidats vont vraisemblablement se reporter sur lui ou appeler à voter sur Alain Juppé, sur son concurrent. Et donc, par conséquent, la candidature de Nicolas Sarkozy semble tout de même dans, je dirais, sinon une impasse, du moins dans une mauvaise posture. Il est certain qu'il a fait la campagne de 2007 en s'affichant de droite, et d'ailleurs c'est un tournant historique, c'est-à-dire qu'il a en grande partie décomplexé toute une partie de l'électorat de droite, ce qui explique d'ailleurs qu'il ait siphonné une partie de l'électorat Front National. J'y reviendrai dans un tout petit instant si vous le voulez bien. Et puis il a gouverné, et puis il a gouverné en ne tenant pas ses promesses, et donc par conséquent, il a été battu en 2012, tout en essayant de refaire une campagne à droite. Mais ça n'a pas suffi parce qu'il y avait une trop grande déception. Faire de nouveau la même campagne
eh bien, ça ne convainc plus véritablement toute une partie de l'électorat de droite. Et donc, par conséquent, il faudrait vraiment que ce soit les militants de LR qui soient, je dirais, le cœur et l'essentiel des votants le 20 novembre pour qu'ils sortent en tête au soir du premier tour. Alors, est-ce que l'exemple Trump, ça peut les amener à changer de point de vue ou tout au moins à se droitiser? Nicolas Sarkozy a dit, par exemple, c'était un vote anti-système. Est-ce que aussi ça peut pousser des gens comme François Fillon qui dit les sondages sont en train de mentir à considérer qu'effectivement les sondages se trompent peut-être? Les sondages se trompent peut-être, effectivement, en fonction du corps électoral qui va véritablement se déplacer. On ne sait pas qui va véritablement aller voter. Est-ce qu'il va y avoir beaucoup de participation ou peu de participation? À gauche, c'est, je dirais, presque dans une logique, je dirais, institutionnelle des partis. À droite, vous l'avez dit tout à l'heure, effectivement, il y a, pour simplifier, c'est un peu caricatural, mais le culte du chef. Or là, on a une droite qui est entièrement éparpillée, façon puzzle, pour reprendre l'expression bien connue de Michel Audiard, et par conséquent, alors éparpillée façon puzzle pour des raisons, je dirais, d'ego personnel, d'écurie présidentielle, pas véritablement de doctrine, parce que pour le coup, ils pensent tous à peu près la même chose. Le seul qui diffère véritablement dans cette primaire, c'est Jean-Frédéric Poisson. Et donc son score sera évidemment important à scruter parce qu'on verra s'il a réussi, je dirais, à attirer à lui une droite de conviction et pas simplement une droite situationnelle. Donc c'est vrai que c'est une campagne qui est intéressante mais qui ne correspond pas, je dirais, à l'ADN de la droite. Les primaires, c'est pas vraiment l'ADN de la droite et donc par conséquent, eh bien, on ne sait pas, on est encore évidemment dans le flou. Avant de donner la parole à nos sociétaires qui piaffent d'impatience, la question que je me pose aussi, c'est sans tenir compte des programmes politiques, qui est-ce qui vous a déçu, qui est-ce qui vous a pas déçu? Par exemple, tout l'avis général, mais est-ce que c'est le vrai? Considère que Bruno Le Maire, c'est plutôt raté le renouveau, que Nathalie Kosciusko-Morizet, son snobisme reste sa marque de fabrique, que Poisson a été plutôt bon, que Fillon est plutôt pas mauvais, que Sarkozy est Sarkozy, que Juppé est Juppé. Enfin, quel est votre résumé là? C'est ce que je n'ai pas rien à dire. Là, vous avez exactement dit les choses. Jean-François Copé. À moins que nous soyons... Oui, il manquait Copé, voilà, mais qui est là. D'ailleurs apparaît comme étant plutôt sympathique parce qu'il est... oui, il fait comme moi les grosses têtes. Sauf sur le prix du pain au chocolat. Oui, naturellement. Mais enfin, justement, il s'est moqué lui-même de son erreur. Enfin, il s'est moqué de sa propre erreur. Bon, disons qu'on sent bien qu'il n'est pas là pour gagner la primaire et qu'il est plus là pour embêter les autres. Je trouve ça plutôt sympathique pour ma part. Comme j'ai posé une question fermée, je réouvre la question. Est-ce que vous n'avez pas considéré que les candidats qui étaient présentés comme modernes, finalement, se présentent comme les plus ringards? Oui, le problème, si vous voulez, je suis plutôt d'accord avec vous. Le problème, c'est que on a le sentiment, et c'est peut-être ce qui fera que les sondages n'auront pas menti et qu'on aura finalement le 27 novembre Alain Juppé comme candidat désigné par la primaire. On a quand même le sentiment qu'une très grande partie des électeurs susceptibles d'aller voter à cette primaire veulent à tout prix un candidat qui est sûr de gagner contre n'importe quel autre candidat, que ce soit Hollande, c'est pas n'importe quel autre, que ce soit Hollande ou que ce soit Marine Le Pen. Et donc par conséquent, effectivement, c'est pas véritablement une adhésion. Mais alors ça veut dire que depuis des élections nombreuses, en fait, on ne choisit plus en adhérant, mais en fait en choisissant celui qui apparaît comme étant le moins mauvais ou celui qu'on rejette le moins. En tout cas, il est certain qu'on n'est plus du tout dans la configuration de 2007, et j'en profite là en faisant le lien avec ce que j'évoquais tout à l'heure. 2007 est un tournant extrêmement important parce que, mine de rien, c'est la première fois que sous la Ve République s'est présenté et a gagné, parce qu'il y a eu d'autres candidats de droite, bien sûr, avant, mais c'est la première fois qu'a gagné un candidat qui se revendiquait de la droite. Et c'est ce qui explique qu'il ait siphonné une partie de l'électorat du Front National, Nicolas Sarkozy, parce que des gens se sont dit « Je vais pouvoir voir arriver au pouvoir mes idées ». On sait ce qui est arrivé. Et donc, effectivement, ça n'empêche que c'est un élément extrêmement important pour comprendre la situation. Je veux dire, il y a un très grand nombre de thèmes développés par le Front National qui sont majoritaires dans l'opinion publique, et pourtant, on le sait, les mêmes enquêtes révèlent que, eh bien, ils ne veulent pas que ces idées soient incarnées par le Front National. C'est parfaitement injuste, mais c'est ainsi.
Caroline Parmentier, sur l'occasion pour dire que notre quotidien présent appelle à voter à la primaire. Ça fait partie des inconnus en grand nombre dont vous parliez tout à l'heure, qui vont bordéliser la primaire. Il y a deux écoles. Il y a celle qui appelle à voter, nous avons eu plusieurs tribunes à ce sujet, qui appelle à voter Jean-Frédéric Poisson, on comprend bien pourquoi, pour faire percer ses convictions, qui sont honnêtes, hein. Et l'autre qui appelle à voter Sarkozy, de façon stratégique, de façon à ce que comme il n'est pas très loin, il sorte du chapeau, et que quand il se retrouve en face de Marine Le Pen, elle le batte. Alors moi je vais vous dire pourquoi le Front National veut que ça soit Sarkozy, parce que ça limitera l'émergence de la droite hors les murs. C'est exclusivement pour cette raison, parce que sinon ça ne veut pas, il n'y a aucune raison de penser aujourd'hui que Marine Le Pen puisse plus facilement battre Sarkozy que Juppé. Peut-être aussi la gauche votera plus facilement Juppé quand même que Sarkozy. Et donc vous pensez que la gauche s'abstiendra, mais alors dans ce cas-là je pense qu'elle votera Juppé. Oui, mais Sarkozy, donc elle aura du mal à aller voter Sarkozy, mais elle n'ira pas pour autant voter Marine Le Pen, elle s'abstiendra. Si je peux me permettre, effectivement. Permettez-vous. Excusez-moi. Si stratégie il y a, et même si un coup de billard à 4 bandes, oui, il vaut mieux pour Marine Le Pen avoir en face d'elle au second tour un Nicolas Sarkozy, qui est un tel repoussoir électeur. Voilà, j'en parle avec mes copains de gauche. Voter Juppé, c'est jouable. Sarkozy, c'est au-dessus de leur force. Après, vous parlez de la droite hors des murs. Cette droite, effectivement, elle existe depuis des années. C'est une espèce de triangle des Bermudes électorales. Elle pèse 3%. Une espèce de mer des Sargasses dans laquelle sont enfouis des gens comme Charles Millon, comme Philippe de Villiers, qui pensant... Mais ils sont pas enfouis, Nicolas Gauthier. Ils sont pas enfouis. Enfin, je veux dire, Philippe de Villiers... 20%. Cette droite hors les murs, elle pèse 20%. Voilà. Quand on a des enquêtes sérieuses, Philippe de Villiers, elle pèse 20%. Un tiers de l'électorat FN, un tiers de l'électorat LR sont prêts à voter pour cette droite hors les murs. Après, la question, c'est quelle est l'incarnation? Oui, puis après, ils apportent leur voix au final au candidat de l'UMP. À chaque fois, 1000 fois, on l'a vu et revu. C'est pas le cas de Béziers, Nicolas, Caroline Parmentier. Pour l'instant, on ne sait pas encore, mais il n'y a pas eu d'autre élection. Elle émergera. En tout cas, moi, la seule chose que je dis et dont on est sûr, c'est que il me semble que si le Front National préfère avoir Nicolas Sarkozy, c'est parce que ça lui évitera d'avoir un concurrent beaucoup plus que par la certitude de pouvoir battre Nicolas Sarkozy. Le seul concurrent sérieux, c'est Nicolas Dupont-Aignan, qui a quand même au moins 4 ou 5% consolidé. Parce que Charles Millon a disparu, et Philippe de Villiers, il a eu un succès électoral en 99 où il fait une liste anticorruption et il la monte avec Charles Pasqua. C'est une idée assez baroque. Bon, depuis, il fait du grand 8 au Puy du Fou, mais il a disparu de la vie politique. Mais c'est vrai que cette proportion... Jean-Frédéric Poisson, que tu as reçu ici, était bien sympathique, mais il pèse quoi? Rien. Non, mais c'est pas lui faire offense que de le lire. Non. En termes électoraux, la droite hors des murs, moi j'étais à Béziers, j'ai vu des gens très sympathiques, d'autres un peu moins, mais il n'y a pas d'incarnation. Si j'ai vu Charles Becbédé, le frère de l'écrivain, aussi beau gosse, bien sapé, peut-être la cocaïne en moins. Mais enfin bon, ça fait pas... c'est pas très bandant, tout ça. Merci pour le peut-être de mon ami Charles Becbédé. Il sera content de savoir que c'était le peut-être. Cette propension de notre famille d'idées, c'est vrai, à vouloir toujours pousser un cheval de retour, un vieux général, un machin, pour chier dans les bottes de Marine Le Pen, c'est vrai que la supporte. C'est un peu vulgaire. Moi, je trouve que sur le plan sémantique, c'est vraiment médiocre. Quand vous avez un certain nombre d'idées qui sont, je dirais, partagées par 60, 65, 70% de l'opinion publique, et que par ailleurs, eh bien, les résultats électoraux du parti politique qui est supposé incarner ces idées tombent ensuite à 20%, il y a des raisons à cela. Et il faut essayer de les prendre en compte. C'est-à-dire que quand les idées sont présentées en aveugle, elles emportent l'adhésion. Quand ces idées sont étiquetées, c'est-à-dire sont marquées d'une étiquette politique, eh bien, effectivement, elles n'emportent plus l'adhésion. Moi, je ne fais que analyser, constater les choses. Et qu'elle est en position éligible. Ah non, à 30%, on n'est pas éligible. En position. Tout le monde la donne au deuxième tour, quand même. Eh bien, elle est au second tour. J'entends parler d'idées. Vous parlez de quoi? Excusez-moi, j'ai pas compris. Il y a un mot idée. Eh bien, c'est bien ce que je vous dis. Le mouvement d'extrogir, c'est l'analyse. D'accord. Du système électoral, du spectre politique et des idées. Et c'est l'analyse conjointe des deux qui doit être prise en considération. C'est formidable. Je rappelle quand même que le grand argument de tous les candidats à la primaire, qu'ils soient de gauche ou de droite, quand on leur dit à quoi ça sert votre numéro de cirque, c'est de dire « Ah, mais ça va permettre un débat d'idées. Il n'y a que là où on peut faire un débat d'idées. » Donc le seul qui était jusqu'à présent digne, c'est pas ma tasse de thé, mais il faut admettre qu'il faut lui rendre justice et qu'il a été digne, c'est François Fillon qui a dit au deuxième débat des Guignols de la droite que
dans un pays qui avait des millions de chômeurs, qui avait le terrorisme islamique, le grand sujet d'idée de ces gens-là, c'est de parler François Bayrou. Ouais. Et que là, il y avait peut-être un couac. Et aujourd'hui, au débat de Bistro-Liberté, sur quoi parle-t-on? D'idées. Et c'est vous qui avez cité Bayrou. Quelle idée? Oui, et c'est moi qui ai cité Bayrou. Alors que moi, je croyais qu'il était mort. Et on parle d'idées, c'est-à-dire qui va l'emporter sur qui pour être contre Marine Le Pen, qui préfère si. Non, c'est une stratégie, c'est un complot, c'est ci, c'est ça. Tous les partis politiques ont des stratégies. Moi, j'y suis pour rien, c'est pas moi qui les détermine. Est-ce qu'on parle du chômage, du terrorisme, de l'identité, d'écologie, pour faire plaisir à notre ami Gardère, de rien, juste de la tactique politique minable. Et il était très frappant de voir que Nathalie, Jean-François... Sur quoi ça peut déboucher? Moi, je vais vous faire une proposition. Je peux faire une proposition. Ne vous inquiétez pas. Parce que là, on fait une primaire à gauche et à droite pour désigner le candidat à la présidentielle. Moi, je pense qu'il faudrait faire des primaires pour désigner les candidats à la primaire. Oui. Voilà. Et ensuite, comme ces candidats à la primaire, il faut pas qu'ils sortent d'un chapeau comme ça, il faut avoir de l'idée. Eh bien, il faut organiser des élections, des primaires pour les électeurs qui désigneront les candidats à la primaire, à l'élection présidentielle. Et ça, c'est une idée. Et ça, ça va résoudre le chômage. Et ça va arrêter Daesh. Un quart de seconde, juste dire à notre ami, effectivement, vous parliez, effectivement, on parlait d'idées, mais ce que vous dites, effectivement, oui, il faut parler d'idées. Hors les murs, ou je sais plus, ou en sous-sol, je ne sais plus très bien où aller. Mais en fait, ils ont des idées, mais ils n'osent pas voter pour, parce que les gens qui peuvent les promouvoir, ils doivent sentir un peu fort sous les bras, ils n'ont pas fait les bonnes écoles, donc ils vont se planquer. Nicolas Gauthier. Ils vont aller voter Nicolas pour Gauthier. Sarkozy. Nicolas Gauthier. Il faudra se poser la question pourquoi cette droite hors les murs existe. Et il faudrait que les Républicains et le Front National se posent la question pourquoi il y a des gens qui ne sont pas avec eux. C'est une arlésienne, Martial. Elle existe nulle part. Elle existe dans des sondages. Elle existe à Béziers, tous les sondages se plantent sans arrêt. À Béziers, ils ont claqué la porte. Ça a été un flop. Ça a été un flop complet. Ils se sont tous divisés. Ils se sont tous engueulés. Ils sont tous partis dans tous les sens. Au municipal. N'est-ce pas, au municipal, le maire de la ville de Béziers, que nous avons reçu, a fait l'ensemble de la synthèse des partis politiques. Il a pris des gens partout. C'est une personnalité qui a fait une campagne remarquable et qui a réussi à avoir autour de lui. Mais ce qui est vrai, l'échelon municipal n'est pas forcément l'échelon national. Mais justement, Stéphanie, je ne suis pas là pour faire la propagande pour quoi que ce soit. Une droite hors les murs, une vraie droite en France, inspirée de son histoire, ferait chanceler le système au niveau mondial. Donc, véritablement, elle ne peut pas être incarnée. Parce que si demain elle est incarnée, je pense que cette personne ne fera pas long feu ou fera long feu. Pour une fois qu'on a un candidat Front National en position éligible. Moi, je voudrais justement revenir à ce que vous avez dit. Pardonnez-moi, je ne vais pas vous faire de peine. Toujours plus que votre candidat. Laissez parler un peu Stéphanie Bignon. Laissez parler Stéphanie Bignon. Je regrette de dire que parce qu'on n'est pas d'accord avec la stratégie du FN, je suis présenté comme étant partisan. Je suis désolé, je fais un travail scientifique, un travail universitaire qui a pour but d'être lu par le maximum de gens, mais ce n'est pas parce que, je veux dire, l'esprit partisan, je dirais, ne comprend pas la démonstration ou ne fait pas l'effort de comprendre la démonstration que pour autant, moi, je suis partisan d'une droite hors les murs ou de combattre le Front National. Je suis là pour essayer d'analyser. Je précise, pour prendre la défense de mon invité, que le sujet est titré « L'hypothétique émergence de la droite hors les murs ». Bon, donc voilà, nous voilà tous servis. Ensuite. Donc voilà, cette droite hors les murs en France, vraiment incarnée, serait véritablement dangereuse pour le système. Et c'est pour ça qu'on ne la voit pas percer vraiment. Et je voulais revenir sur ce que vous avez dit tout à l'heure, Caroline, par rapport au sujet précédent d'ailleurs, ça fera une transition, à propos du TAFTA. Le TAFTA, c'est quand même extraordinaire. Et c'est la question que je voudrais poser à ces hommes et femmes qui se présentent pour les primaires. Qu'est-ce que ces personnes pensent avoir comme marge de manœuvre ? Je vais juste donner un tout petit exemple qui me touche, puisque je suis éleveur et que je suis très proche du milieu agricole. Plus d'un tiers des semences en agriculture en France sont produites par Monsanto. Demain, si Monsanto décide de ne plus nous approvisionner, c'est la famine et la disette. Ouais, c'est effrayant. On n'a plus d'autonomie alimentaire. Comment ces gens osent se présenter devant nous alors qu'ils ont fait de notre pays le plus riche, le plus beau, le plus productif, le plus magnifique du monde, un pays qui n'a plus de souveraineté alimentaire? Mais vous avez totalement raison. Comment ces gens osent se présenter devant nous? Mais c'est une honte absolue.
Donc, ce sont des pantins. Je ne vois rien dans ces gens. Oui, rien que le vide, la vacuité, c'est zéro. Donc, ce que je voulais dire... Stéphanie, mais tout le monde d'accord. Comme les temps sont graves... Elle parle aussi des primaires, hein, là. Elle parle du débat de la primaire. Non, tous dedans. Comme les temps sont assez graves... Je suis plus d'accord. Tout à l'heure, vous avez parlé, monsieur Bernard, d'Aristote. Moi, je parlerai de Platon. Je pense que nous sommes dans la grotte de Platon. C'est-à-dire qu'on nous a mis dans une grotte, et puis on nous projette une lumière artificielle, et on nous agite des ombres, et on nous fait prendre ça pour la réalité. Et je demande instamment, aux gens de se réveiller, de sortir de cette fichue grotte de Platon. Et je vais plus loin parce que les temps sont durs, que la droite et la gauche existent, que la Trinité existe, et que, vous disiez tout à l'heure, monsieur Bernard, que Nicolas Sarkozy n'avait pas été élu en 2012 parce qu'il n'avait pas été jusqu'au bout de ses promesses. Mais de quelles promesses parle-t-on ? Il a été jusqu'au bout de ses promesses, mais des promesses faites à ses frères 3 points, n'est-ce pas ? Et donc, je vais plus loin. Sarkozy n'est pas franc-maçon. Oui, mais il a parlé. Enfin bref, il a parlé. Mais pour elle l'être. Il le mériterait. Vous avez dit de la famille Apo. Je faisais un lien avec ce qu'est vraiment la droite et la gauche, parce qu'on nous a tout volé. Liberté, égalité, fraternité, c'est la nouvelle trinité de notre République. Mais au-delà de ça, la droite et la gauche, c'est quoi ? Quand vous regardez le linteau d'une église romane, vous avez la gauche et la droite du Seigneur. Il y a ceux qui cherchent la droiture et ceux qui sont gauchis. Et quand on est gauchi, on est tordu. Un point, c'est tout. Moi, j'ai été très frappée. Ça a moins le mérite de la clarté. Une seconde. J'ai été très frappée au débat des primaires que le malheureux Jean-Frédéric Poisson, effectivement, ils lui ont tous dit, en s'envoyant des coups d'œil, en levant les yeux au ciel quand il parlait, etc., en se tutoyant entre eux et s'appelant par son petit nom, lui non, ils lui ont tous dit qu'ils ne tiendraient aucun compte de ses idées, au grand Absolument. jamais. Il les trouve nauséabondes, ces idées. À partir de là, pourquoi continue-t-il à se justifier auprès d'eux, devant eux, au lieu de leur renvoyer dans les dents qui sont les acteurs, qu'ils ont été les acteurs du système de destruction nationale, immigrationniste et mondialiste pendant des décennies. Or, il cherchait à se justifier auprès d'eux. Non, je ne suis pas comme ci. Non, je ne suis pas comme ça. Monsieur Jean-Frédéric Poisson nous fait du tort. Il nous fait croire que nous existons sur l'échiquier politique. Or, nous n'existons pas. Et ce n'est qu'un leurre. Et je demanderai à Jean-Frédéric Poisson de sortir de ce bourbier, de ce cloaque dans lequel il s'enfonce. Combien peut faire Jean-Frédéric Poisson, selon vous, scientifiquement parlant ? D'après les sondages. Non, d'après les sondages, il n'est pas donné très haut. Vraisemblablement, il peut faire plus. S'il y a 3 millions, s'il y a une participation de 3 millions, il ne pourra pas dépasser les 10%. Il pourrait faire entre 5 et 10% s'il y a une véritable mobilisation de tous ceux qui sont susceptibles de partager ces idées. Oui. Le problème, c'est qu'effectivement, faire 200 ou 300 000 voix, ça n'est pas inenvisageable, mais vous savez bien qu'il y a eu, je dirais, effectivement des combines politiciennes qui, je dirais, ont fait que certains qui étaient susceptibles de le soutenir sont allés directement soutenir d'autres candidats pour, je dirais, aller à la tambouille, avoir un plat de lentilles. C'est ça. Alors, il y a quand même quelques éléments, je dirais, sur lesquels je voudrais réagir. C'est promis. C'est que, oui, effectivement, il y a une droite et une gauche, et que fondamentalement, la droite, c'est une pensée classique, et la gauche, qu'elle soit même classée à droite, c'est une pensée moderne. Je ne reviendrai pas là-dessus plus longtemps. Et puis, tout de même, il faut prendre en considération le fait que la présence médiatique de Jean-Frédéric Poisson a quand même, pourquoi pas, un intérêt. Et me semble-t-il, pour diffuser, pour exposer un certain nombre d'idées, ça n'est quand même pas totalement négligeable. Simplement, le fait qu'il soit dans la primaire est aujourd'hui, et tant que cette primaire n'est pas terminée, je dirais le corset, c'est certain. Mais je crois qu'il faut faire preuve d'un peu d'imagination. Il y a peut-être pour lui des solutions qu'il ne peut pas évoquer maintenant, qui lui permettraient de ne pas avoir à soutenir celui qui sortirait de cette primaire. Mais là, évidemment, vous comprenez bien qu'il y a une chronologie. Oui, bien sûr. Qui permet les choses. J'espère qu'il j'ai le droit de parler un moment, mais alors, parce que là, lui, il veut parler, elle veut parler, il y en a un peu marre, j'arrive pas justement encore à exprimer. J'ai plusieurs choses à dire. On est au première primaire ici. Hein. Plusieurs points. Alors, premier point. Allez, on vous écoute. Merci. On dirait technocrate. Premier point, j'aimerais vous dire, cher Guillaume Bernard, que votre neutralité axiologique pour Caroline Parmentier fait de vous un traître à la nation. Ça, c'était le premier point. Deuxième point,
Deuxième point. Ça, c'est l'esprit mortifère des partis, ça je sais. Mais j'avoue que je n'ai pas beaucoup de sympathie pour les partis politiques. C'est vrai. Deuxième point, je pense que j'aimerais bien avoir un poster Stéphanie Bignon. Parce que, à vous autres, les bobos de droite, tous, un par un. De droite, non. Moi, pas Stéphanie Bignon, c'est pas une bobo de droite. Et rien que pour ça, je la respecte. Et en plus, elle lit Simone Veil, la philosophe. Pas la grande. Et pas la grosse. Non, arrête avec ça, putain, merde. Tu peux pas parler comme ça. C'est Jean Madiran qui disait ça, alors s'il te plaît, respect. Hein. Non, je veux juste te dire que, voilà. Elle lit Simone... On parlait de Simone Veil avant l'émission, et Simone Veil, elle intimide. Lire Simone Veil, c'est être intimidé. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, parce que vous me parlez de moi tout à l'heure, qu'est-ce que va faire la gauche au second tour quand il n'y aura pas de candidat de gauche? Ben moi, qui ne suis pas une drama queen, vous le savez, Martial chéri, je voterai sans état d'âme pour Nicolas Sarkozy. Voilà. Nicolas Sarkozy, Marine Le Pen, sans aucun état d'âme, sans me poser de questions, justement, par réflexe pavlovien, par réflexe pavlovien et même ontologique, je voterai pour Nicolas Sarkozy. Ça, c'est dit. Ça, c'est dit. Quatrième point, il est vrai, comme le disait mon confrère, que la tradition, disons, bonaparte-gaulienne, n'est pas une tradition démocratique autre que celle du plébiscite. Ça n'est pas l'élection qui fait le leader. Le leader se révèle en amont par d'autres qualités et l'élection vient, le cas échéant, valider ce leader. Je crois que c'est pour ça que cette histoire de primaire n'est pas dans la tradition de droite, bien évidemment. Après, on a pu y trouver un certain intérêt. Il y a une certaine relative diversité. Moi, comme j'ai vu quoi comme diversité? NKM, c'était un peu de diversité. Poisson, c'était aussi de la diversité. Pour le reste, c'était quand même la même ligne politique. Ouais. Copé, Fillon, Sarko, tout ça, c'est la même tambouille. Le maire, pauvre le maire. Enfin bon, c'était intéressant. D'ailleurs, j'ai adoré le concept de droite de progrès de NKM. Je veux incarner la droite de progrès. Vous savez, la droite de progrès, c'est un peu comme la gauche réaliste. C'est comme si Macron et NKM étaient la même personne, au fond. C'est-à-dire, la gauche réaliste, c'est la droite, la droite de progrès, c'est la gauche. Je ne sais pas ce que ça veut dire, droite de progrès. Ça m'a paru peu de chance qu'il se fasse des enfants. Bouleversant. J'ai trouvé ça bouleversant, cette histoire de... Ça, c'était un peu homophobe, Martial Bild, cette remarque. Non, c'est ce que j'avais trouvé trop jeune, elle. Ah, d'accord. L'autre point que je voulais aborder, c'est, oui, cette histoire de primaire ouverte. Moi, j'y étais pas particulièrement favorable. Enfin, après, je m'en fous, au fond, puisque c'est la primaire de droite. Mais... Qu'il n'y a plus du flou. Mais j'ai pas voté pour elle, j'ai voté pour Karim Madeli et même Michel Rivasi au second tour. On les connaît pas. On les connaît pas. Vous votez pour des gens qu'on connaît pas. Non, je ne pas. Et qui continueront à pas l'être. Mais juste que la gauche puisse biaiser, entre guillemets, l'élection de la droite en allant voter Juppé, ça me gêne un peu. Moi, je n'irai pas voter, je l'ai déjà dit. Pourtant, la gauche nous a souvent biaisés, ça, je vais vous dire. je pense que moi, j'étais plutôt favorable. On nous fait des reproches pour les gros mots. Bravo, Martial. Non, mais j'étais plutôt favorable à ce que cette primaire reste dans votre entre-soi militant. Voilà, peu importe. On n'a pas, nous, la gauche... Et après, je les connais, mes gars. Parce que j'en connais des camarades qui vont fort en gueule commission, qui disent « Ah, on va aller voter Juppé pour niquer Sarko ». Mais je suis sûr que le matin du jour où il faudra aller voter, ils vont avoir la flemme, ils vont pas y aller. Je suis pas persuadé qu'il y ait une énorme participation c'est des révolutionnaires. à l'élection. Voilà. Et puis il faut payer 2 €. Hein. En plus, et signer une charte. Non mais sur le principe, théoriquement, ok, ils vont tous payer 2 €, mais en fait, dans les faits, ils auront mieux à faire. Merci beaucoup pour la justesse de vos points de vue et surtout énoncé en 4 points. Stéphanie, nous voilà sauvés. Le Parti chrétien-démocrate pense changer de logo, et référence bien évidemment au Parti républicain américain. Donald Sarkozy croit « Je vais battre Hilary Juppé », dit Nicolas Sarkozy, qui d'ailleurs a changé de chevelure et de coiffure. Sarkozy, le super américain, le 8 novembre, et puis après le 9, la coiffure de Donald Trump pour que ça puisse lui porter chance. Nous parlions de Nicolas Sarkozy à l'instant, on va se retrouver pour parler de quelqu'un d'autre, Jean-Luc Mélenchon, ou la radicalité en bandoulière. Retour sur le plateau de Bistro Liberté avec comme invité en 3e partie d'émission et en dernière partie d'émission Jean-Luc Mélenchon, où je vous le disais, la radicalité en bandoulière. La conférence nationale des cadres du Parti communiste français a refusé d'accorder son soutien au leader Maximo de la France insoumise. Et pourtant, plus qu'Arnaud de Montebourg, d'ailleurs, Pierre Laurent ou tout autre candidat de l'extrême gauche, Jean-Luc Mélenchon bénéficie d'un véritable soutien populaire. D'ailleurs, cela le hisse dorénavant, selon les sondages, au rang de 3e homme devant François Hollande, avec un score approchant les 15%. Nicolas Gardère, enfin, l'espoir passe par Mélenchon. Alors, Mélenchon. Martial Chou,
Moi, juste il va falloir arrêter un jour parce que mon épouse me demande tous les soirs, à chaque fois qu'elle regarde Bistro Liberté, qu'est-ce qui se passe? Votre épouse est une femme très ouverte, Martial. Oui, sûrement, mais enfin pas suffisamment à ce point. Voilà. Enfin, juste. Vous allez me dire, vous me faisiez procès d'homophobie, ça équilibre les choses. Voilà. Merci. Bon, voilà, les gens savent. Ce que je voulais juste te dire, mais évidemment, mon candidat naturel qui vient d'être désigné est Yannick Jadot. Vous connaissez peut-être pas. C'est celui qui est sorti vainqueur. Je n'avais pas voté pour lui ni au premier ni au second tour, mais bon, j'ai l'habitude. C'est comme Jean Roucas, une logique de version écolo. Vous avez zéro chance. Taisez-vous, Gauthier. Ouais. Non, mais c'est pas ça le sujet. D'accord. C'est pas ça. Taisez-vous. Donc, on a élu, suite à la primaire, nous avons élu un candidat qui est un bon candidat. Sûrement. Comme ça, vous le connaissez pas, vous le méprisez, bon, par essence, ontologiquement, mais Yannick Jadot est un bon candidat. Vous n'étiez pas pour Duflot, vous? Non, j'ai voté Karima Deli au premier tour et Michel Rivasi au second, donc j'ai voté toujours pour le perdant. Vous adorez Duflot. Mais j'ai jamais adoré Duflot. Je fais une incidente, attention, parce que vous savez que vous êtes filmé sur TV Liberté. Donc je vais vous ressortir à chaque fois que vous nous avez dit que vous souteniez. J'ai jamais soutenu. Madame... J'ai dit que dans l'opprobre, j'ai voté mais si on s'est marré pendant des jours, je me rappelle. Écoutez, je veux juste te dire que je ne détestais pas intellectuellement Cécile Duflot. Après, si je n'ai pas voté pour elle au premier tour, si je n'ai pas voté... Non, mais écoutez, si je n'ai pas voté pour elle... Vous n'êtes pas le seul, vous n'êtes pas le seul. C'est à cause de vous qu'elle a perdu, si on résume. Allez, on continue. Non, mais ce que je lui reproche fondamentalement, c'est l'intrigue. Je veux dire, nous, les écologistes, on voulait faire de la politique autrement. Mélenchon. L'intrigue, placer Duflot, c'était la même race, finalement, et c'est contre ça que j'ai voté. Peu importe, on a un bon candidat, c'est mon candidat naturel, je pense que je ne voterai pas pour lui parce qu'on va faire 2% quoi qu'il arrive. Pourquoi? Non, mais c'est vrai. C'est la loose intégrale. Tout Nicolas Gardère que je suis, j'ai le droit aussi de voter utile. Et pour moi, voter utile, ce sera sûrement de voter Mélenchon. Je votais Mélenchon. Ça n'est pas, comme je viens de le rappeler, ma famille politique. Ça n'est pas cette écologie politique libertaire. Mais ça n'est pas pareil. Vous savez, vous avez tant de chapelles à l'extrême droite, Martial, vous savez bien qu'il y en a au moins autant. Oui, c'est vrai. Vous êtes d'extrême gauche, mais moi je ne dis pas que je suis d'extrême droite, parce que je ne le revendique pas. Vous avez tant de chapelles dans cette grande et belle famille de la droite nationale et patriotique. Merci. Nous avons aussi moult chapelles à la gauche du Parti Socialiste. À la gauche de la gauche, elle est comme ça. Disons à la gauche de la gauche, si vous voulez. Et l'écologie libertaire incarnée, qui est ma famille politique, n'est pas la même que la famille de Mélenchon. Ça n'est pas ma famille politique. J'ai énormément de griefs à l'encontre de Mélenchon. Vraiment, ça n'est vraiment pas ma famille. Pour autant, et pourquoi j'envisage de voter pour Mélenchon? Il faut bien comprendre une chose. Moi, en tant que profession libérale précarisée, en tant qu'avocat parisien. Non mais c'est vrai, vous en rendez pas compte. Mais non, mais on va pas le faire. Non mais c'est comme votre vie non plus. Là, ma bonne amie Charlotte Dornelas, dont je déplore l'absence. C'est les mêmes situations. C'est-à-dire qu'on n'a pas de droit du travail. On n'est pas soumis au droit du travail, on n'a aucune protection, on n'a pas d'assurance chômage, on n'a pas de retraite, on n'a rien. Vous finirez par voter Le Pen. Non mais du temps où un avocat... Une petite geste peut-être. Non mais juste une chose, non mais vous rigolez. Vous croyez que faisait les parenthèses hors sujet souvent. Attendez, vous rigolez. Là au moins on est dans le débat d'idées. J'y arrive, c'est important. Un quart des avocats parisiens est au SMIC. C'est ça c'est une vérité. On est une profession précarisée. D'accord, mais c'est pas pour ça qu'on vote Mélenchon pour oublier. Justement, l'idée c'est quoi? C'est que, en tant qu'avocat comme Dornelas, en tant que journaliste, on est totalement déjà, nous, ubérisés. On est dans l'auto-exploitation. Dornelas, elle travaille, quand je la vois, c'est à minuit. On est dans l'auto-exploitation, tous les deux. Ce que je veux juste dire, c'est que... on va travailler jusqu'à minuit si vous courez. Non, mais c'est ça, mais vous êtes une profession libérale. Les journalistes, c'est pareil. Je sais. On est dans une auto-exploitation, mais nous avons une profession qui est passionnante, socialement valorisée, Nicolas, à peu près décemment rémunérée. Mais ce que je veux juste dire, c'est que derrière, ce que propose Macron, ce que propose la gauche Hollande, le Parti Socialiste, c'est justement d'être à l'avant-garde de l'auto-exploitation. Et je pense que c'est pas le rôle historique. L'ubérisation, ce qu'on appelle par euphémisation, l'ubérisation, en fait, c'est l'auto-exploitation. C'est-à-dire, on rompt avec ce salariat, qu'on a tant critiqué, certes, mais on rompt avec pour arriver à quelque chose d'encore pire. Ce nouveau temps, finalement, c'est quoi Macron? C'est l'Uberman, pour pas dire l'Ubermensch. C'est ce mec qui t'explique que finalement, l'avenir de la gauche, c'est que le salarié, au lieu d'être exploité par un patron, s'auto-exploite. Parce que le salariat, évidemment, c'est l'exploitation de l'homme par l'homme. Mais c'est aussi les syndicats, c'est aussi le droit du travail, c'est aussi une protection. Alors quand on est Dornelas ou Gardère, on se met bien, ça va, on fait des beaux métiers. Mais quand on est
un prolétaire qui fait un travail inintéressant et qu'on gagne le SMIC, et ben l'auto-exploitation, c'est-à-dire l'auto-entrepreneuriat, c'est pire que le salariat. Et c'est pour ça que je voterai vraisemblablement Mélenchon à la présidentielle. Très bien, on a compris, c'est un insoumis. Bravo. Alors, qui vote Mélenchon? Notre ami Nicolas Gauthier de Boulevard-Voltaire, il doit voter Mélenchon, je suppose, non, car c'est tellement mode. Moi, je voterai Marine Le Pen au second tour, mais autrement, j'aurais voté Mélenchon comme notre ami, parce qu'effectivement, à rebours de notre invité, je ne crois pas au clivage entre la gauche et la droite. Je pense qu'il est, en admettant qu'il existait un jour, il est fini depuis longtemps. Vous croyez au communisme en votant Mélenchon, c'est déjà ça? Je crois aux forces populaires. Je crois que Jean-Luc Mélenchon... Le communiste, ça a été une force populaire. Donc... Bah oui, pardonnez-moi de vous le dire, mais ça a été une force populaire. Les chouans aussi, cher Martial. Oui, d'accord, mais là, Mélenchon, il est pas chouan. Il est chiant, mais pas chouan. Mais Mélenchon a ce côté intéressant, effectivement, et c'est un personnage assez hors norme. Et quand on lit attentivement le livre de Patrick Buisson, il en parle beaucoup, parce qu'il a été reproché aux deux leur amitié, effectivement, qui pouvait paraître bizarre. Mais en fait, ils ont les mêmes goûts en commun pour l'histoire et pour la politique. Et c'est Patrick Buisson qui pousse Jean-Luc Mélenchon à brûler ses vaisseaux, à quitter le PS. Parce qu'au PS, tu vas te faire manger par... Il n'y avait pas encore Macron à l'époque, mais ça commençait déjà à poindre. Et le problème de Mélenchon au début, c'est son premier meeting, Patrick Buisson dit dans son livre, je pensais avoir un nouveau Georges Marchais, qui allait prôner un communisme national, ouvriériste, et il fait une ode à la diversité de l'immigration. Donc les derniers ouvriers qu'il avait sont tirés chez Marine Le Pen. Là, Mélenchon commençait à pas tourner sa veste, mais à changer au moins son fusil d'épaule, disant l'immigration peut être une chance, mais pas forcément. Donc aujourd'hui, quand on parlait tout à l'heure, effectivement, de la stratégie du Front National avec un flotteur droit, un flotteur gauche, effectivement, ça peut même être un trimaran, et je pense qu'au second tour, les meilleurs reports de voix que peut attendre Marine Le Pen, j'attends pas de la droite conservatrice, mais plutôt les électeurs de Mélenchon, et ça vous évitera peut-être de voter Sarkozy au second tour. Aucune chance, voilà. Aucune chance, Nicolas Gauthier. Allez, Caroline Parmentier. Je ne suis pas sûre du tout que Mélenchon sera finalement, le 13e homme. 13e guerrier. Il y a les le monde de New Banderas, Je pense qu'effectivement, le FN marche un peu sur ses plates-bandes, c'est vrai, y compris sur des sujets qui ne sont pas ceux de la gauche radicale habituellement, notamment les réfugiés. Il est contre l'accueil des réfugiés, il trouve qu'ils doivent rester chez eux, donc vous allez voter pour lui malgré ça. Je trouve qu'effectivement, on l'a beaucoup vu, il est un peu outrancier, lui, il ne s'est pas dédiabolisé, justement, il a des vilaines dents, enfin, je ne suis pas du tout sûre. C'est pas Je ne suis pas du tout sûre, voilà, qu'il tire tellement son épingle du jeu, il part tout seul, il part sans les communistes. Pour l'instant. Pour l'instant, sans Europe Écologie Les Verts. Une chose dont je suis sûre, par contre, c'est qu'aux législatives, il y aura des postes. Il y aura des postes pour les communistes, pour lui, pour tout le monde, et que Juppé, s'il est président, ce qu'à Dieu ne plaise, créera un groupe. Si le Parti communiste a un élu, et créera un groupe si Mélenchon a deux élus. Au nom de l'histoire, de la résistance du Parti communiste. Chère Caroline, si Mélenchon n'est pas aidé par les Verts, pour lui c'est une bonne nouvelle. Hein. C'est plutôt un signe de succès éventuel. Hein. Mais il a le vote de Nicolas Gardère et ça le rassure. Ouais. Est-ce que Stéphanie Bignon, vous voulez rajouter quelque chose? Oui, j'aimerais bien parler de Charles Péguy et de son texte sur l'argent. Qui, si on lit bien son texte, nous dit qu'en fait, le peuple est de droite tant qu'il n'est pas perverti par la grande bourgeoisie financière. Donc, le peuple est de droite à l'origine. Et alors, si on me demandait pourquoi je ne voterais pas Mélenchon, je dirais que tous ceux qui ont vanté... Vous me surprenez, là, vous me disiez que vous votiez Mélenchon. Étonné, là. Ouais. Alors là, je me disais, c'est dans le rôle du bon larron, alors. Mais pour le coup, si vous voulez, je me disais pourquoi je ne voterais... Je me suis posé cette question, je me suis dit pourquoi je ne vote pas. Mais comme tous ceux qui ont vanté Maastricht, sans comprendre ce qu'il y avait dans le texte, et qui aujourd'hui s'en repentent, je trouve que c'est d'un grotesque épouvantable. C'est-à-dire que c'est très malhonnête. Mitterrand lui-même avait dit que Maastricht était incompréhensible. Donc tous ces gens qui ont voté Maastricht, c'est-à-dire l'amputation de notre souveraineté à tout niveau, ils me font penser à des médecins au chevet d'un malade et qui décrètent l'amputation des 4 membres et qui s'étonnent le lendemain que le malade ne puisse pas marcher. Mais c'est exactement ça. Ils nous ont poussés à voter Maastricht, ces gens-là, et aujourd'hui, ils nous disent « Vous vous rendez compte, on ne peut plus marcher ». Ben oui, mais c'est vous qui nous avez amputés. Enfin, c'est ridicule. Pour moi, je mettrais un énorme coup de balai. Tous les gens qui ont soutenu... Déjà, je ferai le ménage comme ça. Tous les hommes politiques qui ont soutenu Maastricht, exit, dehors.
Voilà. Et on n'en parle plus. Philippe Randa, et après je vous donne la parole, Guillaume Bernard. Eh bien, écoutez, tout à l'heure, je me gaussais qu'on ne parle pas d'idées pour la droite. Là, avec Mélenchon, vous parlez d'idées, je vais me prendre le contre-pied. Moi, je ne vais pas vous parler d'idées, je vais vous parler d'images dans le cirque politique. Mélenchon remplit une place. La nature a horreur du vide. En France, on aime les tribuns populaires. Il y a eu Georges Marchais, ensuite Jean-Marie Le Pen. Et aujourd'hui, il y a Jean-Luc Mélenchon qui réussit merveilleusement. C'est le dernier tribun véritablement populaire. Aucun autre n'a cette place-là. Il rassemble les mécontents. Ils vont en finir avec le Parti communiste parce que Ronald Reagan et Jean-Luc Mélenchon sont quand même les deux avec le pape Jean-Paul II, qui vont nous débarrasser définitivement du communisme, parce que là, il a réussi avec cette élection et cette candidature à ne pas être soutenu par la moitié du Parti communiste, c'est-à-dire à scinder en deux le Parti communiste, ce qui est la première fois qu'on voit ça place du colonel Fabien. Le Politburo, c'est plus au colonel Fabien. J'ai l'impression que ça a été refourgué tout ça. Ça a été refourgué. Bon. Enfin, on y fait des défilés de mode, mais enfin, il doit bien rester quelques communistes, au moins pour balayer. Le problème étant que là, pour la première fois, ce qui reste du Parti communiste n'a même pas pu suivre l'ordre du Politburo. Donc, Mélenchon va en finir. Merci Jean-Luc. Et les tribuns populaires, finalement, ont du charme. Guillaume Bernard, cette conclusion. J'irai pas jusqu'à voter pour lui, mais pourquoi pas. Bon, nous en sommes. La guerre à droite aura bien lieu. Là, on est sur le mouvement Sinistro-Gire. Eh bien, si vous me permettez, je vais vous contredire. Parce qu'effectivement, je pense que le mouvement d'Extrogire repousse de la droite vers la gauche les idéologies, les doctrines. Autrement dit, le libéralisme qui s'était retrouvé à droite par l'explosion, par la profusion, par la progression du collectivisme, eh bien, est en train de retourner à gauche. Et si Mélenchon, aujourd'hui, peut apparaître comme étant peut-être le troisième homme, peut-être même dépasser Hollande, eh bien, c'est tout simplement parce qu'il incarne encore à gauche, des idées socialistes, parce que le reste du Parti socialiste, lui, est pour moitié social-démocrate et pour l'autre moitié social-libéral. Et donc, par conséquent, ce n'est pas une progression des idées de gauche. Je crois que là, il y aurait une incompréhension. C'est pas parce que Mélenchon progresse dans les sondages que les idées de gauche se développent dans la société. C'est parce que ceux qui restent à gauche ne peuvent plus voter pour le Parti socialiste, parce que le Parti socialiste est devenu libéral, parce que le libéralisme économique est en train de rejoindre le libéralisme sociétal qui était resté à gauche, mais parce que Mélenchon incarne ceux qui restent à gauche d'idées de gauche, et donc ou d'idées plutôt socialistes. Donc c'est ça qui explique la progression de Mélenchon dans les sondages, mais pas du tout la progression des idées de gauche. Les idées progressent par la droite du spectre politique, c'est la réapparition des idées classiques, et pardon, excusez-moi Nicolas Gauthier de vous contredire, mais ce n'est pas parce que le critère, je dirais, du clivage droite-gauche change que le clivage disparaît. Au XIXe siècle, le clivage droite-gauche, il se fait sur le régime politique. Les monarchistes, les républicains. Au XXe siècle, il se fait sur l'économie. Le rôle de l'État. Est-ce que l'État doit être réduit à ses fonctions régaliennes ou est-ce que l'État doit intervenir dans les questions économiques et sociales? Eh bien, aujourd'hui, le clivage, il se fait sur d'autres questions. Et le clivage droite-gauche, il passe au sein de la droite. Et une partie de la droite va redevenir la gauche. Juppé va redevenir la gauche, va faire une grande coalition avec la gauche contre le Front National. Eh bien, le clivage, il passe au sein de la droite et il oppose les classiques aux modernes. Ceux qui pensent que les corps sociaux existent en tant que tels et ceux qui pensent que les corps sociaux sont le résultat d'un contrat. Le problème, c'est que tous les partis politiques classés à droite, que ce soit LR ou que ce soit le Front National, sont incohérents. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas capables de tenir une position cohérente ou moderne ou classique, aussi bien sur la nation, sur la famille, sur l'économie, etc. Et la recomposition de la droite, la guerre à droite qui aura bien lieu, la recomposition à droite, elle se fera sur le fait qu'il y aura une réorganisation où on aura une droite qui sera classique et puis une droite moderne qui retournera à être la si je puis me permettre, vu que vous m'avez interpellé, vous avez tout à fait raison en disant que Juppé, la droite juppéiste va revenir à son camp d'origine qu'est la gauche, mais la gauche nationale socialiste, désolé de cet emploi de mots qui est un peu compliqué, mais de Mélenchon, effectivement,
de par son souverainisme et son côté social, elle est en train de rejoindre la droite. Donc elle peut peut-être le se mouvement que vous transformer. décrivez est à double sens. Mais elle peut peut-être se transformer. Mais en l'occurrence, ceux qui, au lieu d'être internationalistes, deviennent souverainistes, dans ce cas-là, est-ce qu'ils sont encore de gauche? Ils deviennent de droite. C'est ça le fond du problème. Mais est-ce que Marine Le Pen était de droite? Le Front National a-t-il été de droite à l'origine? Il était nationaliste révolutionnaire à l'époque de François Duprat. Il a connu le Front, est un parti des plus vieux de France, a conduit d'innombrables mutations. Il faut peut-être aller chercher dans ses statuts, il s'intitulait la droite nationale, sociale et populaire. Il y avait donc le mot droite. Pendant qu'on se pose des questions Excusez-moi. Et le premier programme économique du Front a été rédigé par Gérard Longuet, qui même ayant fait partie de la bande à Léotard, François Léotard, n'était pas libéral, et l'ADN économique et social du Front est de type gaulo-colbertiste, c'est plutôt jacobin. Pendant qu'on se pose des questions sur droite, gauche, au milieu, et voilà, l'argent est roi. Parce que je rappelle tout à l'heure, vous disiez tout à l'heure, Caroline, là j'insiste vraiment, le TAFTA soi-disant, et on nous l'a dit aussi en France cet été, c'est fini le TAFTA, plus de TAFTA. Mais il n'y a même plus besoin de faire passer quelques traités que ce soit. Puisqu'aujourd'hui, Monsanto ou Sanofi ou les grands laboratoires pharmaceutiques, les grandes entreprises telles que Monsanto règnent sur le monde. Il faut quand même le savoir. Aujourd'hui, le véritable pouvoir est entre ses mains, entre les mains de ce monde de l'argent. Mais donc, ça peut changer, On me disait bien que Facebook était le roi des réseaux sociaux. Ils soutenaient Clinton, ils sont battus. Si on en prend conscience, si on arrête de s'agiter sur des sujets de surface. Allez, on est d'accord. Dire un mot. Au cœur. Un mot extrêmement rapide. Vraiment. Alors là, Nicolas Gauthier parlait de François Léotard. Je vous invite à faire une émission sur Philippe Léotard. Cet écorché vif. Qui manque tant à notre temps. D'accord. Voilà, c'est une très bonne intervention. J'ai cru que vous vouliez qu'on fasse une émission sur François Léotard. Et là, je me disais qu'on va être sûrement assez court. Mélenchon contre le système. Oula, ça c'est audacieux. Vous êtes le Le Pen de gauche, dit un Jean-Marie Le Pen à Jean-Luc Mélenchon. Ouh, ça va très loin. Mélenchon, l'insoumis, je veux faire chez le monde. Voilà. Et ça, c'est pour notre ami Ignace, que je remercie toujours pour sa participation à Bistro Liberté. Il nous reste, c'est une tradition, à vous poser la question. Vous allez la découvrir en même temps que nous. Guillaume Bernard, vous avez été à l'IHEDN, l'Institut des hautes études de défense nationale, et comme en plus nous sommes le 11 novembre, nous avons là une double bonne raison de solliciter votre éclairage sur la restauration du service militaire. Derrière moi, 2 caporaux-chefs. Vous avancez, un par colonne. Un service militaire qui s'est invité dans la campagne électorale. Parmi ceux qui ont relancé l'idée, il y a Éric Ciotti en 2015. C'est une mesure utile, je dirais même indispensable. Aujourd'hui, dans la catégorie « Faites ce que je dis mais ne faites pas ce que je fais », Éric décroche la Palme d'Or. En effet, Éric Ciotti, qui était l'assistant parlementaire d'Estrosi, s'est fait exempter par un gros coup de piston. Le Canard enchaîné a même diffusé la lettre où Estrosi demandait à François Fillon d'intervenir auprès du ministre de la Défense de l'époque, Jean-Pierre Chevènement, afin qu'il soit libéré de ses obligations militaires. Moi, bêtement, je pensais que le service militaire ne reviendrait plus puisqu'il a été supprimé en 1996 par Jacques Chirac en raison de la nécessité de professionnaliser les armées. Le 22 février dernier, je vous ai fait part de ma décision de professionnaliser l'ensemble. Depuis 1996, la technicité du métier de soldat s'est accrue. Alors on se demande pourquoi l'armée aurait besoin de troufions pour un service encore plus court. La réponse est simple. On ne cherche pas à renforcer l'armée, mais à trouver une solution à une intégration ratée des immigrés de seconde et troisième génération. Comme si l'armée n'avait que ça à faire, alors qu'elle est quasiment faillite et qu'on lui demande déjà de faire des opérations de police dans les gares et les bâtiments publics. Maintenant, elle est bonne pour faire de la rééducation. Et ça, nos officiers n'en veulent pas. Si 70% des Français sont pour le rétablissement, les politiques, eux, sont plus partagés. Dans le camp des contres,
On trouve par exemple Le Maire et Juppé. Vous imaginez qu'aujourd'hui, on est une armée de conscription pour aller dans les sables du Sahel ou une armée de conscription pour aller dans le ciel de la Syrie? C'est absurde. C'est un rêve d'octogénaire, le rétablissement du service militaire obligatoire. Dans le camp des pour, c'est plus compliqué. Il y a Montebourg qui a même, à lui tout seul, avec sa petite calculette, chiffré l'opération à 4 milliards. Il y a Marine Le Pen, bien sûr, qui est favorable à un service obligatoire de 6 mois. Et Jean-Frédéric Poisson, qui prône un service obligatoire de 10 mois. Sarkozy, lui, réserve le service militaire aux seuls décrocheurs scolaires. « Fais tes devoirs, sinon t'iras à l'armée !» Enfin, Copé est favorable à un service obligatoire de 3 mois. Et là, vraiment, ça tient davantage de la halte garderie que d'une quelconque formation militaire. Les primaires auront eu au moins le mérite de montrer qu'aucun consensus ne se dégage sur ce point. Du coup, la question est, Guillaume Bernard, faut-il restaurer le service militaire? Et si oui, comment? Voilà, nous sommes le 11 novembre, vous savez, c'est diffusé cette émission le 11 novembre, c'est d'ailleurs le moyen d'avoir un souvenir toujours pour nos anciens, et puis aussi un souvenir pour nos combattants actuels qui se battent, dont un dernier est mort il y a quelques jours. Et donc cette émission, après tout, c'est pour lui. Alors, retour à cela. Sur la question de la défense, où la droite a toujours été particulièrement efficace, avec des idées très précises, avec des généraux l'entourant, eh bien ils sont incapables de se mettre d'accord sur un sujet quand même qui n'est pas rien, le retour du service militaire. C'est une question difficile parce que elle a évolué au cours du temps. C'est la Révolution française qui invente la conscription. Et puis après, c'est la droite qui assume le fait que le service militaire est un moyen, effectivement, d'assurer... J'ai utilisé un terme qui ne plaît pas beaucoup, mais le lien social. Donc effectivement, je crois que la question, et on voit bien dans les oppositions quant à la durée du service, on voit bien que l'enjeu, c'est de savoir dans quel but il pourrait être restauré. Est-ce que le but, c'est de simplement, je dirais, retarder l'arrivée des jeunes sur le marché de l'emploi, ou est-ce que le but, c'est effectivement de leur inculquer l'amour de la France? Si c'est pour leur inculquer de l'amour de la France, peut-être qu'il faut d'abord commencer par l'instruction à l'école, et que donc ça ne serait que l'aboutissement. C'est peut-être commencer par cela. Et puis on peut se poser la question, est-ce que le service militaire, c'est le service pour défendre le régime, la République, ou est-ce que c'est pour servir la France, la nation? Et donc par conséquent, oui, si c'est dans le but évidemment d'assurer la cohésion nationale, le fait que cette entité sociale cherche à avoir un destin, cherche à avoir un avenir, il faut d'une manière ou d'une autre vraisemblablement penser à ce que les différentes personnes ne soient pas, les différents individus ne soient pas des atomes les uns à côté des autres, mais aient le sentiment véritablement d'appartenir à un corps social, à une entité qui les a précédés et dont ils ont hérité et qu'ils vont transmettre. Et donc par conséquent, l'idée du service national, peut-être plus que du service militaire, c'est quelque chose d'important. Simplement, on pourrait peut-être envisager quelque chose de peut-être plus efficace et qui apparaîtrait comme étant moins une perte de temps, et peut-être pourquoi pas envisager, comme on le fait en Suisse, le fait que l'on ait régulièrement, tout au long de sa vie, le fait de participer, en fonction de ses compétences, en fonction de sa fonction, de sa profession, de participer à la défense et au fait d'assurer la sécurité extérieure du pays. Voilà. Ce serait sans doute quelque avec chose son arme de chez bénéfique. soi, avec son arme chez soi. C'est un long sujet sur lequel on pourrait parler, mais effectivement, le fait de posséder des armes, c'est quelque chose qui assurerait la possibilité aux personnes de se défendre lorsque, effectivement, l'État est défaillant. Voilà, la guerre à droite aura bien lieu. Merci beaucoup Guillaume Bernard d'être venu. Je vous indique que vous pouvez acheter directement en cliquant sur le site de TV Liberté l'ouvrage de Guillaume Bernard, un ouvrage dont Éric Zemmour a fait l'éloge et que moi j'ai lu et que j'ai aussi approuvé. Merci beaucoup d'être venu, de nous avoir donné ces éclairages. Merci à nos sociétaires. On se retrouve dans 15 jours avec un Bistro Liberté qui sera un Bistro Liberté qui sera avec des thématiques nouvelles et vous verrez avec un intérêt
nouveau. Merci enfin à nos réalisateurs, Benjamin Nicolas, au producteur Arnaud Soyer, à l'ensemble des caméramans, des techniciens et des personnes qui ont préparé cette émission. N'oubliez pas d'aller sur la rubrique dons, c'est important, c'est essentiel pour TV Liberté. C'est pas des cracks, c'est vraiment nécessaire pour TV Liberté, pour exister, tout simplement pour exister. Et nous nous donnons rendez-vous, si vous le voulez bien, dans 15 jours. Merci à vous, merci d'avoir participé à cette émission avec nous.